Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Merci chaleureusement de votre présence ce soir. Nous remercions également le STP, le SB, l'Académie du climat, et nos 5 intervenants ce soir. Cette conférence se déroule dans le cadre de notre master spécialisé responsable bas carbone de projet de construction. C'est une opportunité pour nous de remettre en question nos actions et nos métiers avec une approche objective et transversale. La question à laquelle nous allons essayer de répondre ce soir est « Faut-il encore construire ?» Ce thème provient d'une réflexion collective et d'une prise de conscience face à l'urgence climatique et l'impact carbone du secteur de la construction. Cette conférence se déroulera en 3 temps. Le premier sera une réponse ouverte de chaque intervenant sur le sujet. Le second se présentera sous forme de table ronde. Et enfin, le troisième sera l'occasion d'ouvrir le débat au public. Je vais vous demander simplement de mettre vos téléphones en silencieux et vous souhaite une bonne conférence. Je passe le micro à Guillaume. Merci à vous. Bonjour à tous. On va voir une soirée assez dense. Donc il va bien falloir suivre. Et je vais me permettre, pour aller un peu plus vite, de présenter tout le monde. Je vais essayer de ne pas dire trop de bêtises. Donc on a avec nous Mélanie, qui est responsable du pôle bâtiment durable chez Visea, donc un bureau d'études environnement, développement durable. On ne va pas avoir ce débat-là ce soir. C'est pour ça Stéphane. Qui travaille partout en France sur tout type de projet, de l'urbain, du bâtiment, et j'ai pas dit trop de bêtises là. Ça va. Claire Simon, qui est directrice technique à la RIVP, directrice de la réhabilitation à la RIVP, Régie immobilière de la Ville de Paris, bailleur social, innovant et solidaire. Oui, j'ai bien vu. Et Claire, accessoirement, est ingénieure et illustratrice. Sébastien Nerva, qui est directeur développement construction bois chez Link City, promoteur immobilier de Bouygues, et qui aime beaucoup l'innovation, parce qu'avant il était à l'EPAMARD, il s'occupait de l'innovation à l'EPAMARD. Et en dernier, loin d'être en tout cas le meilleur, on va dire, Stéphane Cochet, architecte CEPH, concepteur en bâtiment massif, fondateur de A003 Architecte, qui fait des bâtiments, alors je vais lire, spécialisé en construction bois à haute performance sociale, environnementale et énergétique. Clairement, les bâtiments sont très bien, vous pouvez presque me faire confiance là-dessus. Alors, on m'a demandé de faire une introduction et d'animer, c'est pas un travail que je fais régulièrement. Et quand j'ai commencé à vouloir faire une petite introduction, il y a Stéphane et Claire qui sont tombés dessus, ils me disent il faut des chiffres, il faut parler d'artificialisation, il faut parler de vacances, etc. Alors, moi, j'ai fait des chiffres. J'ai mis mon cerveau de côté et je vais vous demander de bosser, parce que moi, j'ai assez bossé. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des chiffres, comme ça tout le monde est content. Tous ces chiffres, on peut les prendre tous un par un. Ce qu'il faut, c'est que vous racontiez une histoire avec ces chiffres. Vraiment, vous allez devoir bosser. Alors, globalement, il y a plein de liens entre ces chiffres. Et si les chiffres c'est important, c'est parce que ça évite de dire des bêtises. Ça évite, comme certains ont dit il n'y a pas très longtemps, un certain Pascal Pro, ça évite le bon sens qui est souvent assez idiot. Et on peut commencer par lui est idiot et le bon sens est souvent idiot. Les deux premiers sont des dates, 1987 et 2022. 1987, c'est quand le monde entier s'est aperçu que l'ozone était un problème. Le monde entier s'est mis d'accord ensemble pour créer le protocole de Montréal, de dire on a un gros problème, on va demander une catastrophe, on se met tous ensemble. Et 2022, c'est une analyse, je n'ai pas pu noter de qui, mais c'est une analyse de chercheurs qui ont démontré que la couche d'ozone était passée sous un seuil dangereux et qu'on avait quasiment résolu le problème de la couche d'ozone. Donc, le phénomène de l'ozone est beaucoup plus simple que le changement climatique, mais ça démontre qu'il est possible, qu'on se met tous ensemble, qu'on se met tous d'accord, de faire avancer les choses. Alors, 37, c'est un pourcentage. 37%, c'est l'impact carbone du bâtiment à l'échelle de la planète. Voilà, donc tout ça pour dire, vous doutez bien, le monde du bâtiment, il y a beaucoup de représentants ici, est un des premiers problèmes
on va dire, sur la planète. On est un des premiers impacts. C'est aussi accessoirement une des premières solutions pour nous entraîner vers un chemin un peu plus vertueux. Continue 6. L'idée pour 6. Si je vous dis 6 sur 9. Voilà. Donc, je parle beaucoup de carbone pour ceux qui me connaissent. J'adore le carbone. Je mange beaucoup, non, je ne sais pas si je mange du carbone. Mais il n'y a pas que le carbone dans la vie. Il y a toutes ces limites planétaires. Et le bâtiment, typiquement, ça parle des limites planétaires, ça parle d'artificialisation. Il n'y a pas que le carbone dans la vie, même si c'est sympa. Alors, 1896. Ah, c'est un peu pour les geeks comme moi, je suis désolé. Et je vais vous le faire en anglais. C'est la première fois qu'il est calculé la climate sensitivity, qui est une valeur, on va faire simple, qui donne l'évolution des températures de la planète. Ce qui est très intéressant, c'est que cette valeur donc, a été calculée par Svante Arrhenius. À cette époque-là, les valeurs ont été recalculées récemment, enfin, ont été revalidées par l'ensemble des chercheurs mondiaux et affichées dans le GIEC. Et globalement, les valeurs étaient tout à fait justes. Donc, dire qu'on découvre le changement climatique, il faut déjà aller plus vite. Bon, vous le résoudrez chez vous et on ira. Alors, je vais aller vite. 70%, c'est intéressant, ça traite un peu de notre sujet, c'est quand on regarde un bâtiment fait en France, un bâtiment standard, 70% de son impact, c'est les matériaux. Et 30%, c'est l'énergie. Donc, le sujet devrait être les matériaux et on a de très bons représentants des matériaux ici. 1498, vous vous doutez, c'est l'année dernière, était l'année la plus chaude. Alors, on entend 125 000 ans, depuis 125 000 ans. On n'a pas dépassé les 1,5. Alors, en fonction des bases de données, c'est un peu moins que 1498. J'ai pris la base de données qui avait le chiffre le plus élevé. En tout cas, les accords de Paris sont en train de couler gentiment. 30 000, c'est les hectares. Donc là, on va être content, c'est l'artificialisation annuelle en France. Donc oui, on artificialise. C'est un fait, et l'artificialisation est essentiellement due au monde urbain. 45, c'est intéressant, c'est un sujet qu'on aime bien, enfin, qu'on connaît à peu près bien en France et pas trop à l'international. C'est quand on regarde les scénarios du GIEC qui tendent vers la neutralité carbone, c'est à peu près l'impact possible de la sobriété et le reste, c'est l'efficacité renouvelable. Mais la part de la sobriété est non négligeable dans n'importe quel scénario. Il n'y a pas de scénario dans lequel il n'y aurait pas de sobriété. Voilà. Et on ne va pas revenir au Moyen-Âge, on ne va pas devenir amiche contre la sobriété, on va juste vivre à peu près bien normalement. Après, j'arrête de taper sur les gens, c'est promis. 0, alors ça c'est facile, hein, c'est ce qu'on doit viser en 2050. Bon, facile, mais je ne sais pas comment on va faire. 46, même chose, c'était une discussion. 46, c'est 46 millions de tonnes par an de déchets produits par le monde du bâtiment. Alors, je n'ai pas mis tous les zéros, mais vous avez imaginé 46 millions. Donc, on est des énormes producteurs de déchets qui posent la question de l'économie circulaire, qui est distinct du carbone. 2, c'est un chiffre qui n'est pas forcément très connu, c'est l'ordre de grandeur de la réduction carbone quand on fait une réhabilitation plutôt que d'évolution-reconstruction. Je dis ça parce que j'ai entendu plein de fois, on divise par 10 quand on fait de la réhabilitation, c'est génial. Attention à ne pas se tromper dans les ordres de grandeur, c'est 2, 3, allez, c'est exceptionnellement bon, je divise par 4, mais une réhabilitation standard hein, entre lourde et c'est plutôt de l'ordre de 2, voire moins de 2. 1969, c'est une année que j'aime bien, parce qu'il y a 2 livres qui sont sortis cette année-là, le livre de Rainer Banham et Buckminster Fuller, un sur comment opérer la planète, enfin, la planète c'est le Spaceship Earth, et l'autre sur l'espace bien tempéré, une lecture absolument fondamentale pour architectes, aménageurs, promoteurs. J'ai dépassé là, c'est ça? Ah, il me reste 2 minutes, cool. J'en suis où? 490, 490. Ouais, alors voilà, 490 kilos de CO2, quand même, il faut bien que je parle un peu de carbone. C'est le fameux seuil pivot des logements collectifs dans ces constructions en 2031. Et pour que vous ayez un ordre de grandeur en tête, actuellement, on construit presque double. On doit, d'ici une petite dizaine d'années, diviser par 2 notre impact sur la planète. C'est pour ça qu'il y a des gens comme ça à côté de moi. 4, c'est un chiffre que je connaissais il n'y a pas très longtemps. 4%, c'est le taux d'énergie renouvelable des bâtiments tertiaires en France en moyenne. On a des bâtiments tertiaires qui ont des toitures plates accessibles,
qui peuvent globalement se financer de la géothermie, des pompes à chaleur coulée, et il y a très peu d'ENR dans les bâtiments tertiaires, 4%. C'est un chiffre un peu étrange dans notre monde. 40, c'est pareil que ça nous concerne, 40 mètres carrés, c'est la surface par personne. En France, en moyenne, on a 40 mètres carrés de surface de logement par personne. Et il faut avoir en tête que dans les années 90, ça démarrait à 23. Et donc, c'est à l'échelle mondiale, c'est aussi la même chose. À l'échelle mondiale, on retrouve ce genre de choses. C'est que à l'échelle mondiale, d'un point de vue énergétique, on arrive à être assez bon et globalement, les gens construisent un peu plus vertueux et on arrive à avoir une intensité énergétique plus faible, mais on construit beaucoup plus par personne. Et en ce moment, on est plutôt, les deux s'annulent, enfin, par chance, les deux s'annulent. Mais on n'est pas en train de réduire. 3,1, c'est le nombre de c'est en millions, c'est le nombre de logements vacants en France. Voilà. Donc un beau sujet sur la vacance. 3,1 millions de logements vacants en France. Alors, on pourra en discuter, pas forcément au bon endroit, mais c'est un chiffre un peu incroyable. 110 000. 110 000, alors c'est le nombre de logements construits en moyenne dans le scénario de l'ADEME, le scénario 2050, le scénario frugal. Je ne sais pas si vous avez en tête le chiffre que tout le monde, que les gens ont visé, c'est plutôt de l'ordre de 300 000, souvent 300 000. Moins 35. C'est ce qu'on est censé viser, c'est moins 35%, c'est la réduction du poids carbone des matériaux en 2030 dans la trajectoire dans la fameuse SNBC. C'est ce qu'on doit viser de manière très rapide. 2030, c'est demain. Imaginez un bâtiment qu'on imagine maintenant, le temps qu'il soit construit sera déjà en 2030. Et 2021, et je m'arrête là, et normalement je suis bon dans le timing. Il y a plein de choses, hein. Il y a eu mon anniversaire 2021, l'anniversaire de tout le monde, je pense. Tout le monde a eu l'anniversaire, oui, c'est bon. 2021, moi j'ai noté deux choses. C'est l'année où une architecte suisse, Charlotte Macaire-Barthès, a lancé l'idée d'un moratoire mondial sur les nouvelles constructions. Voilà, elle a lancé l'idée, donc je trouvais intéressant de rappeler ça ce soir. Et accessoirement, parce que je vais quand même finir par une bonne nouvelle, c'est la sortie du premier rapport du GIEC sur la physique du climat, et qui a quand même donné une grande nouvelle que les gens ont tendance à un peu zapper, c'est qu'il a démontré qu'il n'y a pas d'inertie climatique sur les températures. Dit autrement, pour faire la version simple, c'est que si on agit tout de suite et qu'on réduit nos émissions, les effets sur les températures mondiales vont se ressentir en 1 ou 2 ans. Alors oui, c'est acté, hein, il n'y aura plus de neige dans les Alpes, l'élévation du niveau de mer, c'est bon, mais les températures, on sait tout à fait les réduire. Il n'y a pas d'inertie climatique sur les températures. C'est quand même une super bonne nouvelle. L'histoire de dire c'est la faute de mes parents, de mes grands-parents, de qui vous voulez, ça n'a aucune valeur. C'est si vous n'agissez pas, oui. Si on agit, et oui, on peut agir à l'échelle de la France. Hein, on est parmi les premiers impacteurs sur la planète. Contrairement à ce que pensent certains, on peut agir, on peut avoir des leviers très forts. Vous mettez tout ça dans l'ordre, vous mélangez tout ça comme vous voulez, on a parlé de ressources, de matière, de carbone, de vie planétaire, on en est là. Moi je vois plutôt l'aspect réjouissant, il faut changer nos manières de faire, de travailler. Il y a l'aspect un peu angoissant, mais essayons d'être positifs ce soir. Et donc, première partie, chacun de nos invités va présenter des projets, sa vision, ce qu'il a envie de nous raconter. Il a eu le carte vie, le temps qui reste dans un temps relativement court. Et donc, on va commencer avec Claire. Mélanie, pardon. Je commence. Oui, je peux s'appeler si tu veux. Merci Guillaume pour tous ces chiffres. Merci aussi à l'ESTP, hein, bien sûr, pour cet accueil et l'invitation. Donc moi, en tant que responsable bâtiment durable dans un bureau d'études, j'ai à présent 8 minutes pour vous parler de ce sujet majeur, comme l'a bien dit Guillaume. Donc le défi est-il sur la construction ou sur le timing? Nous allons vite le savoir. Donc le thème de cette conférence, faut-il encore construire? Moi j'aimerais bien poser la question, peut-on encore construire?
Donc, peut-on, dans le sens déjà économique, avec l'envolée des coûts de construction, la difficulté dans le logement de devenir propriétaire, mais également avec l'évolution réglementaire, l'évolution de la réglementation RE 2020, des seuils qui vont être de plus en plus difficiles à atteindre. Mais peut-on également dans le sens environnemental, avec la raréfaction des ressources, des matières premières. On pense aussi au sable dans nos bétons, le mortier, mais également le zinc de nos toitures, nos belles toitures parisiennes par exemple. Et donc aussi la raréfaction finalement des terres disponibles, des terres qui doivent aussi rester disponibles en lien avec la protection des sols et notamment cette notion qui est de plus en plus commune et connue, le fameux ZAN, donc, zéro artificialisation nette. Donc il est primordial finalement de faire avec le déjà là. Donc, déjà là, c'est réhabiliter l'existant, le rendre performant, qualitatif, vivable, confortable, désirable pour ses usagers, ses habitants. Finalement, le déjà là, c'est un peu comme sa famille. On l'aime, on la déteste, mais on ne peut pas le choisir. Donc, c'est un réel enjeu. Il y a beaucoup de contraintes sur l'existant. Là, je peux vous dire quelques mots sur cette opération. Donc, c'est une opération sur laquelle Visea intervient en tant qu'assistant à maîtrise d'ouvrage d'Immobel. Donc, sur la photo du haut, vous avez l'état existant et l'état projeté juste en dessous. Donc, c'est une rénovation de la résidence étudiante Maurice Ravel à Nanterre, architecture remarquable des années 70 de Jacques Calice, architecture très déstructurée, cubique, voilà, on aime ou on n'aime pas, c'est pas dans le sujet, mais nous, notre sujet était de le rénover. Donc rénover thermiquement, mais également pour réapporter, parce que sans doute qu'il y a à son démarrage, le confort était là, mais ce n'était plus le cas aujourd'hui. Donc, apporter du confort thermique pour ses usagers et également réintégrer de la biodiversité. On est juste à côté du parc André Malraux. Donc, réaménager des espaces de pleine terre dans les placettes, gérer les eaux pluviales, végétaliser les toitures. Donc, tous ces enjeux-là, et pour les spécialistes, il y en a. Quand vous voyez cette architecture, la compacité prend tout son sens. Traitement des ponts thermiques, l'isolation, c'était un réel défi. Toutefois, l'architecture était là et était à conserver, donc c'était une contrainte et une donnée d'entrée que l'on avait. Ensuite, le déjà là peut être aussi densifié. Donc densifier, c'est densifier avec des extensions, des surélévations, des extensions verticales, horizontales. Pour faire ça, qu'on soit en neuf ou en rénovation, on intègre, et on essaie en tout cas d'intégrer systématiquement une démarche bas carbone, donc une attention portée en général sur 3 points assez fondamentaux, le travail sur le cycle de vie des matériaux de construction, des équipements, travailler sur leur durée de vie, sur leur composition, la possibilité aussi d'un gisement de réemploi. Quand on est sur l'existant, on a finalement un potentiel de ressources déjà présentes. L'impact aussi en phase chantier est source d'émissions de carbone, donc en termes de flux de camions, de traitement de terres excavées, et ensuite travailler sur les émissions de CO2 en phase d'exploitation. Donc travailler sur les consommations, donc sur cette opération-là notamment, dans un premier temps, c'est réduire les besoins et les consommations énergétiques, donc par l'isolation de l'enveloppe thermique, changer les surfaces vitrées par les doubles vitrages performants, mais également travailler sur l'efficacité des systèmes, la régulation, les systèmes de production, et ensuite se poser aussi la question dans quelle mesure c'est possible d'avoir des énergies renouvelables.
Donc là, cette opération-là qui est pour ICF Habitat, on était vraiment dans cette dimension-là d'approche, d'abord de travailler sur le bâti et donc sur l'enveloppe, pour ensuite aussi avoir une démarche sur les systèmes, avec une extension en structure bois. Là, je sais qu'il y aura de beaux exemples aussi ensuite présentés par Sébastien. Donc la dimension carbone et énergétique, pas que. Je parlais tout à l'heure de rendre un bâtiment durable, désirable, confortable. La performance, mais sans obérer le confort. Donc le confort thermique, le confort acoustique, le confort visuel, la santé, la qualité d'air. L'idée n'étant pas de vivre dans des thermos, mais également la biodiversité, la gestion des eaux pluviales, maintenabilité, adaptabilité. Je pourrais faire une liste à l'après-l'heure très très longue, mais c'est vraiment l'assemblage de toutes ces pièces qui finalement permet d'allonger la durée de vie et également réduire finalement les interventions ultérieures en travaux et donc maîtriser l'impact carbone sur le long terme, ce qui est aussi très important quand on se projette à 2050 et avec des bâtiments qui doivent finalement aussi supporter l'évolution des températures, même si on peut agir dès maintenant sans inertie thermique. Donc, bien sûr, le déjà là, il n'est pas toujours là où on en a besoin. Je vais aller plus vite. Donc, on dépend beaucoup du contexte. Donc, le contexte urbain, si on est en milieu dense, on est en milieu rural, on est en milieu intermédiaire avec plus ou moins d'étalement urbain. La question qui est importante aussi de se poser, c'est quel est l'écosystème économique dans lequel je construis mon bâtiment? Est-ce que j'ai des services qui me permettent de fonctionner pour mon bâtiment, pour les usagers? Est-ce que je vais devoir systématiquement prendre ma voiture pour y aller et donc finalement générer aussi des impacts carbone liés à ces déplacements? Ou est-ce que justement, je suis à proximité des transports en commun, je peux venir avec mon vélo de façon en sécurité, sans avoir des voitures qui me frôlent à chaque moment. Et ce questionnement, finalement, alors c'est vrai qu'il n'est pas toujours, moi, à mon échelle, en tant que bureau d'études. C'est un peu la limite, hormis quand on intervient auprès d'aménageurs ou sur les schémas directeurs. Mais on a vraiment, en tout cas, ce questionnement-là qui revient assez fréquemment. Là, cette opération-là, c'est une opération de construction neuve d'un collège, donc finalement équipement d'intérêt général, et qui se raccroche à une ZAC, donc de la même façon, une ZAC d'à peu près 34 hectares à Oli, qui se fait sur des surfaces de terres agricoles, mais qui, du fait, vient finalement s'implémenter autour de services, de services existants, de besoins des logements qui sont justement à côté. Donc c'est toujours aussi un combat intérieur de se dire est-ce que c'est bien parce que j'ai construit bas carbone, mais en même temps j'ai construit sur une terre agricole. Je n'apporterai pas la réponse ce soir, je ne l'ai pas encore pour moi-même. Donc ça c'est vraiment des paradigmes auxquels on est confronté constamment, et il y a vraiment un sujet qui est, je pense après, en tant que maîtrise d'ouvrage, on aura peut-être aussi d'autres réponses, mais il y a un sujet sur l'usage qui est vraiment à se reposer, c'est-à-dire travailler sur la densification, certes densifier pour éviter de s'étaler, mais aussi densifier l'usage. Aujourd'hui, un parking de logement peut être vide la journée, celui d'un bureau sera plein la journée. Bon, l'équation peut être assez simple à trouver, mais bien sûr, c'est des modèles et des modes de faire et des modes de pensée qui sont à mener pour faire évoluer tout ça. Donc, je vais assez vite, je ne dirai pas tout, c'est pas grave. Juste pour, en tout cas pour faire juste le parallèle par rapport à notre activité aussi en tant que bureau d'études, on voit ces sujets de rénovation qui viennent finalement prendre de plus en plus de place. Nous, aujourd'hui, au sein de Visea, j'ai fait les calculs, alors qu'ils sont peut-être à peu près approximatifs, mais
En 2023, on avait sur une cinquantaine de projets actifs à l'échelle du bâtiment, 30% d'opérations en rénovation. Alors certes, c'est pas encore l'inverse, mais il y a 4 ans, on était plutôt autour de 10%. Donc en fait, on sent que la tendance inverse. Nous, au sein de Visea, on a aussi cette volonté de travailler via notre comité éthique interne sur un développement de nos réponses et se dire est-ce que ce projet-là correspond à nos valeurs? Est-ce que justement on va venir artificialiser avec la construction d'un centre commercial en plein milieu de nulle part, ou est-ce que je construis un collège qui s'intègre dans une logique et dans une continuité urbaine? Donc voilà un peu en tout cas les défis qu'on doit relever au quotidien. Je vais m'arrêter là et passer la parole à Claire, parce que je pense que j'ai pas réussi ce défi de maintenir mes 8 minutes. Je vais essayer. Bonsoir à toutes et tous. Ça fonctionne? Moi, je vais plus facile. Donc, moi, je suis Claire Simon. Je travaille à la FVP, donc un bailleur social de la ville de Paris. Donc, c'est une structure qui a la mission principale de gérer les logements sociaux et les locataires qui y vivent, et qui a aussi la mission de construire et de rénover. Et moi, je ne sais pas si je vais répondre à la question est-ce qu'il faut encore construire, mais par contre, j'espère bien vous convaincre qu'il faut réhabiliter avant tout. Donc, voilà, j'ai vu quelques exemples du patrimoine de la RVP. Donc, la RVP gère à peu près 60 000 logements, ce qui fait environ 1000 immeubles, à 90% dans Paris intramuros, donc c'est un patrimoine particulier, très, très resserré territorialement. On a aussi un peu d'immobilier d'entreprise. Et à ce stade, on a rénové, en rénovation thermique, 15 000 logements, donc à peu près 25% du parc. Et à chaque fois, on fait en moyenne 32% d'économie d'énergie. Donc, c'est très bien, ce sont des gros investissements. La ville de Paris nous a beaucoup soutenus aussi financièrement. Mais pour arriver à la neutralité carbone en 2050, ce ne sera pas suffisant, il va falloir augmenter les efforts. Le contexte parisien, donc je vais essayer d'illustrer là, c'est principalement des bâtiments anciens, mais on verra quelques exemples un peu plus récents par la suite. Donc c'est vrai, c'est juste pour vous dire que je vais vous parler d'un contexte particulier, ça ne représente pas toute la problématique nationale française, mais à Paris, on a la chance d'avoir une ville qui est moteur sur les sujets du développement durable et qui finance vraiment ces opérations et qui finance clairement la réhabilitation thermique, d'ailleurs des bailleurs sociaux, mais aussi des copropriétés du secteur privé. On en reparlera un petit peu après. On a quelques opérations, on n'a pas beaucoup à Paris, mais il y a quelques opérations financées par l'ANRU. L'ANRU commence à évoluer, à financer des réhabilitations, mais l'ANRU, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il ne finançait les opérations que si on démolissait. Là, je pense qu'on est en train vraiment de changer de point de vue là-dessus. Voilà, donc la ville de Paris subventionne ces opérations à hauteur à peu près de 15 à 20%, donc c'est assez considérable. Et je fais un petit rappel pourquoi c'est important de faire ça, parce qu'il y a l'objectif à 2050, mais il y a des objectifs qui sont beaucoup plus proches de nous. C'est les logements dits passoires thermiques, qu'il ne sera plus possible de louer dans les années qui viennent. Donc pour un bailleur social, c'est un peu embêtant, il faut vraiment qu'on résolve ce problème. Donc je rappelle rapidement, en 2025, donc ça c'est vraiment demain, on ne pourra plus louer les logements en étiquette G. Donc côté RVP, on a la chance, on n'en a plus. En 2028, on ne pourra plus louer les étiquettes F et en 2034, les étiquettes E. En moyenne, sur le parc social, il y a 30% encore d'étiquettes EFG. Donc il y a encore un peu de travail. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ces métiers de la rénovation? Je parlais un peu de l'ANRU qui avait évolué sur le financement.
beaucoup de choses. Moi, j'ai commencé à travailler sur des projets de rénovation de logements sociaux en 2009 chez un autre bailleur. J'ai vu beaucoup de changements. Donc, le côté ville de Paris, les rénovations dites plan climat, donc les rénovations thermiques, ont commencé à être financées en 2009-2010. Et à l'époque, on travaillait sur des projets de rénovation en milieu occupé. C'était vraiment un peu parce qu'on n'avait pas eu le choix de faire autre chose, quoi. Moi, quand je recrutais, souvent il y avait des recrutements dans plusieurs services. Il y avait des recrutements pour faire la construction et des recrutements pour faire la chef de rénovation. Donc, en général, moi, je récupérais les candidats qui n'avaient pas été pris en construction. Voilà. Et bien maintenant, je peux vous dire que j'ai des gens qui veulent faire de la rénovation plan climat et qui viennent d'abord dans mes équipes. Donc, on a quand même progressé. Voilà, c'est des projets qui ont vraiment évolué. Et quand on a commencé, donc dans les années 2010, moi, je me posais pas mal de questions parce qu'en fait, on a attaqué ces rénovations sous le prisme vraiment des économies de chauffage. Donc, on a isolé les bâtiments. Alors, pas ce type de bâtiment, quand même, là, on n'a pas eu le droit de mettre de l'ITE, mais globalement, on a commencé à recouvrir de polystyrène toutes les façades. Et je me disais, est-ce que c'est vraiment durable d'aller tartiner du polystyrène sur toutes les façades de France? Bon, mais il fallait bien commencer par quelque chose. Mais ensuite, on a évolué. Donc, il y a eu cette question des matériaux. Là, on commence à parler de carbone, alors qu'on en parlait peu à l'époque. Donc, le polystyrène a été petit à petit remplacé. Et maintenant, à Paris, il est interdit, sauf vraiment cas très exceptionnels. On a pris en compte aussi les sujets de la biodiversité, de l'eau. Alors, l'eau, c'est pas le sujet de ce soir, mais franchement, je pense que c'est quelque chose dont on n'a pas encore pris suffisamment en compte la mesure. Mais il faudra faire une autre conférence pour ça. Après, s'être beaucoup intéressé au confort d'hiver, donc aux économies de chauffage, il y a eu pas mal de canicules et on s'est dit, ah ouais, il y a aussi le confort d'été. Et il y a des choses qu'on fait pour isoler un bâtiment contre le froid qui sont vraiment pas efficaces l'été. Par exemple, quand on fait de l'isolation intérieure, nous, ça nous arrange un peu parce qu'en milieu occupé, c'est assez compliqué d'isoler à l'intérieur. Ça marche pas bien pour le confort d'été. Donc, on a appris aussi en avançant. Voilà. Et la dernière évolution, donc toutes ces évolutions, elles se sont traduites dans les critères de financement des subventions. Donc, chaque année, la ville de Paris fait évoluer ses circulaires. Chaque année, on a eu des critères un peu plus forts. C'est aussi ce qui nous a poussé à évoluer. Et là, les dernières évolutions, c'est ce qui concerne l'économie circulaire et le réemploi des matériaux. Donc ça, je vais en reparler un petit peu plus loin. C'est bon. Bon, à côté de tout ça, c'est un autre sujet. Tout à l'heure, Mélanie parlait des usages. Comme on intervient sur du milieu occupé, c'est aussi très important de s'occuper de ce que pensent les bâtiments, les habitants de leur logement et comment ils souhaitent vivre et comment on leur explique ce qui se passe parce que c'est pas rien d'avoir son immeuble en chantier pendant 2 ans, d'avoir des gens dans tous les sens, un échafaudage. Donc c'est super important de leur expliquer pour qu'ils s'approprient le projet et qu'aussi après ils utilisent les nouveaux équipements de façon un peu plus vertueuse. Donc c'est aussi l'occasion de faire de la sensibilisation, ces opérations-là. Je vais pouvoir passer à la suivante. Donc, je reviens un petit peu sur le contexte parisien. Donc, on a du patrimonial, là, comme il y avait tout à l'heure, avec des immeubles haussmanniens. On va préserver ces belles pierres qui ont déjà résisté pendant très très longtemps. On ne va pas les recouvrir d'isolant. Mais ce ne sont pas les seules contraintes. C'est vrai qu'on a ce sujet du patrimoine, mais on a aussi un sujet d'architecture un peu plus récente. Et là, au début, on se dit, bah, ça c'est super, on peut mettre de l'isolation extérieure, là c'est classique, c'est lisse, il n'y a pas de moulure. L'architecte des bâtiments en France, ça va moins. Je caricature un petit peu. Mais en fait, sur des bâtiments comme ça, donc là, je te pris des exemples un peu remarquables, un bâtiment à gauche de l'atelier d'artistes construit par Dubuis et Lotte dans les années 80, et puis les hautes formes
de Ports-en-Parc, Paris 13e. Ces bâtiments-là, ils ont un architecte qui les a construits, et l'architecte a des droits d'auteur. Donc, quand on va réhabiliter un immeuble haussmannien, bon, l'architecte n'a pas trop nous embêter, ni ses endroits, et en plus, on ne va rien changer à sa façade. Mais sur ces patrimoines-là, on informe l'architecte d'origine ou ses endroits, et l'idée, c'est qu'il soit d'accord avec le projet qu'on va faire. Donc, ça fait partie aussi des paramètres à prendre en compte quand on se lance dans une rénovation. Là, je ne sais pas trop. Donc, après, je vais vous parler je vais revenir un petit peu sur les matériaux. Donc, il y a d'abord la qualité des matériaux et le fait d'avoir des matériaux le plus possible de sourcés et renouvelables. Et puis, il y a aussi un sujet de cohérence environnementale, c'est-à-dire qu'on ne va pas utiliser des matériaux qui viennent de l'industrie du pétrole pour dire on fait des rénovations environnementales. L'exemple des menuiseries, les menuiseries PVC, c'est pareil, on pose de plus en plus maintenant de menuiseries bois. Et il n'y a pas de solution unique sur les isolants, on n'a pas de sorte d'isolant biosourcé, mais il faut voir que le patrimoine bâti, donc l'existant, est très très varié en termes de façade, de matériaux, de type de structure aussi. Et en particulier, il y a des vieilles façades qui sont faites en matériaux respirants. Et on a fait quelques erreurs dans les années 90 avec des revêtements de façades isolants. Et là, c'est la même chose quand je parlais du polystyrène. Le polystyrène, ça ne respire pas. Donc, sur un bâtiment ancien, il faut faire vraiment attention à quel type d'isolant on pose. Donc voilà, chaque bâtiment, c'est vraiment du sur-mesure, quoi. Déjà, le bâtiment, c'est un peu du sur-mesure. Enfin, c'est pas des standards comme dans l'industrie, mais la rénovation, c'est encore plus de la dentelle. Voilà, les matériaux, le réemploi. Alors, le réemploi, là, on revient sur le sujet des déchets. Donc, il y a un chiffre qui a été donné tout à l'heure, une quarantaine, je crois, de tonnes de déchets pour le bâtiment. Moi, j'avais le chiffre du BTP, donc qui inclut les collègues des travaux publics. Ça fait 224 millions de tonnes par an. Et pour revenir sur notre sujet, les menuiseries extérieures. Donc, ça, c'est vraiment le truc qu'on dépose et qu'on remplace dans toutes les rénovations, parce que même quand on ne peut pas toucher à la façade, remplacer les fenêtres par des fenêtres plus performantes, ça fait déjà une grosse part du boulot. Donc, il y a 8 millions de fenêtres par an qui sont déposées. Et il y en a 80% qui sont enfouies. Donc, le recyclage, il y a encore du boulot aussi. Donc, c'est vraiment urgent. Donc, le recyclage, ça commence à se faire. Donc, on commence à recycler le PVC et le PU. Et puis, encore mieux que le recyclage, il y a le réemploi, puisque ces fenêtres qui ne sont plus assez performantes pour des immeubles, elles peuvent servir à d'autres usages. On a des exemples où les fenêtres ont été déposées sur un bâtiment et elles ont servi pour faire un parement de façade avec l'isolant. Alors, c'était un peu retravaillé, un peu découpé. Comment? Et voilà. Donc, vraiment réduire les déchets, ça fait partie des urgences des nouveaux projets. J'ai encore du temps pour les derniers points. Juste pour conclure, c'est que toutes ces évolutions, donc ça c'est un exemple de matériaux sourcés, et la dernière c'est des exemples de réemploi. Ça c'est un bâtiment aussi qui est un peu connu pour ceux qui se baladent dans le 13e arrondissement, où il y avait pas mal de garde-corps en serrurerie sur les façades, et ils ont été réutilisés pour faire une sorte de pergola, là, pour faire un peu des plantes, et puis aussi des accroches vélo. Donc il y a vraiment, ça pousse la créativité, ces sujets-là sont assez, pour l'instant, motivants pour les équipes, parce que ça oblige vraiment à repenser la façon dont on va regarder nos déchets et à essayer d'en faire quelque chose de beau et d'utile au lieu de juste les mettre à la poubelle. Donc vraiment, le métier de la rénovation, il a énormément changé. C'est un métier qui a du sens et il y a vraiment de la place pour avoir des bonnes idées innovées.
La parole à Stéphane. Je prends les applaudissements. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents et puis merci à l'ESTP, au Master Carbone pour l'invitation. Alors chez Link City, qu'est-ce qui se passe chez Link City? Maître d'ouvrage immobilier. Pour introduire le propos, je vais vous présenter les 3 piliers de la stratégie RSE climat de Link City. Alors, assez orienté carbone, avec Guillaume, c'est sympa, mais effectivement, il n'y a pas que ça. Mais donc là, très orienté carbone. Donc le premier pilier là, qui ressort de toutes les présentations, c'est le pilier de la réhabilitation. Nous, à chaque fois qu'on se donne un pilier, on se donne un objectif quantitatif pour se donner un cap, pour être ambitieux mais raisonnable, je dis toujours, donc une montée progressive. Donc sur l'AREA, nous, on vise plutôt à horizon 2030 d'en faire au moins 20% de notre portefeuille. En ce moment, on est plutôt quand même entre 5 à 10% en moyenne par rapport à notre portefeuille actif. Le deuxième pilier, bien sûr, qui ressort aussi à travers de toutes les présentations, je pense, c'est le levier du bois et des biosourcés, et puis qu'on pourrait étendre au géosourcé, parce que le bois, vous verrez souvent dans les présentations sur le champ des matériaux, c'est le levier potentiellement le plus impactant. Donc là, on vise à horizon 2030 de faire au moins la moitié de nos opérations en construction bois. En ce moment, on est plutôt en fonction des années, depuis ces 4 dernières années, entre 20 à 30%. Vous voyez qu'on migre vers l'objectif gentiment. Et puis enfin, le troisième pilier, c'est la sobriété qu'a indiqué Guillaume en introduction, la sobriété énergétique, c'est-à-dire comment on met la valeur et la qualité dans l'enveloppe pour réduire à la base, à l'origine, le besoin en consommation de chauffage. Et s'il reste encore besoin un peu de chauffer, eh ben on essaye notamment de distribuer ça via de l'énergie renouvelable, si on le peut. Et là, on vise pareil à 2030, au moins d'être à 50% d'un IC énergie, donc d'un indicateur sur l'énergie faiblement carboné, assez important. Voilà un peu sur les 3 piliers. Donc effectivement, il y en a d'autres. Il n'y a pas que le carbone dans la vie. Il y a sur tout ce qui renvoie au vivant notamment. Donc on pourrait parler de l'eau, de la biodiversité, de l'artificialisation et autres. Et là, c'était plutôt le focus bas carbone. Parce qu'il n'y a pas que le cycle du carbone. Je pense que Stéphane nous en parlait après. Alors la dynamique précisément sur le pilier du bois, parce que moi je suis directeur construction bois chez Link City, pour vous illustrer ça et pour vous montrer qu'effectivement ça prend de plus en plus année après année. En 2020, au niveau du groupe Bouygues Bâtiment en France, dans lequel Link City contribue, on va dire, à hauteur de 30%, on faisait 19 chantiers bois en 2020. Et là, c'est illustré, je vais vous le présenter après par une surélévation sur la place de la Nation à Paris, que vous connaissez peut-être. En 2021, on faisait 34 chantiers bois. Et là, c'est illustré par le village des athlètes pour les Jeux Olympiques. Où on va faire du logement pour les athlètes en bois. Puis ensuite, il y a une phase héritage, vous savez, où on bouge un petit peu les cloisons, si je puis dire. En 2022, on faisait 43 chantiers bois chez nous. Et c'est illustré peut-être par ce projet que vous apercevez sur le bord du périph', au pied des tours du haut, qui est une tour de 15 étages. Donc faire une tour de 15 étages avec beaucoup de bois en superstructure et un petit peu de béton quand même pour la cage d'ascenseur. C'est pas tous les jours qu'on en fait. Donc vous voyez que ça grimpe. Et puis l'année dernière, en 2023, on lançait une quarantaine de chantiers en construction bois. Donc la construction bois chez nous, ça va de la façade bois minimale sur une structure béton jusqu'à du 100% bois, qui est l'exemple de Parc en Seine, dont l'OS Travaux est parti en décembre 2023. Bon, ça c'est juste pour illustrer que oui, nous prenons très au sérieux le bas carbone au travers du pilier de la construction bois, puisqu'on voit que sur 4 ans, ça fait déjà 135 chantiers bois engagés. Alors, au-delà de ça, parce que dans les questions pour préparer la conférence, on me posait la question aussi, mais chez Link City, comment on fait face à la double crise? Parce qu'on prend au moins 2 crises, c'est déjà pas mal, la crise de l'environnement et puis la crise de l'immobilier. Comment on se repositionne avant de vous présenter donc des cas de surélévation. Bien, nous, chez Link City, le premier point, mais qui est au-delà de Link City, qui est pour tout le groupe Bouygues Bâtiment en France,
On s'est déjà dit qu'on ne pouvait plus être généraliste de tous les produits immobiliers. On s'est dit qu'il fallait qu'on soit spécialiste de chaque produit immobilier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se spécialise par ligne de produits, ligne de produits santé, ligne de produits réhabilitation, ligne de produits logement, ligne de produits tertiaires. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on va essayer de mettre sur le marché des nouveaux produits immobiliers, notamment sur tout ce qui est le co-living et des nouveaux rapports au bureau, malgré une conjoncture sur le tertiaire un peu compliquée en ce moment. Ensuite, on va essayer de se mobiliser sur des marchés sur lesquels on n'était pas encore, parce que souvent, on attache aux promoteurs le logement ou éventuellement le bureau, les services. Maintenant, nous, on va même sur des projets d'industrie. Voilà, pour ouvrir nos chakras, c'est un peu l'avantage d'être dans un grand groupe, c'est qu'on se dit qu'on peut a priori construire un peu n'importe quoi, mettre de l'industrie. Et puis enfin, eh bien, effectivement, on mise fortement sur la réhabilitation et donc sur des cas de surélévation notamment. Et donc, je vais vous en présenter plusieurs qui sont soit chez, en tout cas sous maîtrise d'ouvrage de l'INCITI, soit sous d'autres maîtrises d'ouvrage, mais en construction de bouts de bâtiments, qui sont donc, je me le permets, dans le même groupe. Donc, je commence par celle-ci, peut-être que vous avez aperçu sur la place de la Nation, parce que c'était une des dernières dents creuses de la place de la Nation, où, pour caricaturer, on a toqué à la porte du propriétaire du rez-de-chaussée, qui est donc un casino, pour ceux qui font peut-être leurs courses en ce point-là, pour dire, bah voilà, là, il y a une dent creuse, donc est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose au-dessus de cette dent creuse, sachant qu'on était déjà sur du R+5, +6, haussmannien, sur tout le tour de la place. Et là, effectivement, le bois devient évident. Donc, pourquoi le bois il est évident pour les surélévations? Parce qu'il est léger, parce qu'il est très préfabriqué, parce qu'il a une rapidité d'exécution terrible, et parce qu'il ne génère pas de déchets, il occupe peu d'emprise de chantier. Donc, vraiment, enfin, la surélévation, le bois et la surélévation se marient naturellement. Il faut savoir que, au travers des enquêtes de la construction de bois depuis 10 ans, on voit que la part de marché du bois en surélévation est passée de 20% à 30%, prenant notamment sur le parpaing, pour simplifier. Donc là, on est sur 5 étages en bois, c'est une auberge jeunesse. Il y a 192 lits dans cet exemple. En superstructure 100% bois, on a juste remonté, surélevé une cage d'ascenseur en béton. Je vous invite à aller au dernier étage parce que c'est un bar-restaurant, on peut y aller, on a plutôt une vue sympa sur ce coin parisien. Et vous voyez que même quand c'est construit en bois, même avec une façade bois, on arrive à faire des revêtements dits minéraux. Là, on est plutôt sur un type enduit. Et pour ceux à qui ça parle, là, on est quasiment au triple du label bâtiment biosourcé niveau 3, donc une forte incorporation de bois sur cette opération. Un autre cas, donc là, sur ce premier cas, on est vraiment sur un cas où on essaye de détecter un potentiel et de se donner les moyens de densifier et donc de créer de la valeur là où il reste encore un moyen de construire dans des tissus denses comme ici par exemple. Un autre exemple parisien qui est dans le coin de Belleville, où là on est sur un patrimoine de CDC Habitat, de 364 logements, où vous voyez la partie grisée là au-dessus, qui correspond aussi à une surélévation bois, qui va de 1 à 4 étages bois, vous savez, par rapport au plan local d'urbanisme, où on est limité en hauteur. Et là, donc, on va créer jusqu'à 4 étages, 44 logements en bois. Vous voyez donc l'exemple du chantier, puisque l'exemple d'avant, il était déjà livré depuis 2021. Là, ça se termine en chantier. Donc, on est sur un exemple d'ossature bois, qui est le système constructif le plus léger, donc le plus évident en surélévation, dans un système de poteau-poutre, donc très libre aussi, pour avoir des plateaux libres, pour pouvoir reconvertir demain s'il le faut. Et dans cet exemple, ce qui est intéressant, c'est que si on prend le prix du mètre carré dans ce coin de Belleville, et qu'on regarde ce qu'on arrive à générer en valeur avec 44 logements, on arrive à se payer les travaux de rénovation thermique des bailleurs, vous savez, c'est le fameux polystyrène ou d'autres isolants, qu'on met donc un peu comme si on mettait son manteau en hiver, qu'on met au-dessus de la façade. Donc là, voilà, on crée 44 logements parce qu'on peut les créer sur des bâtiments qui peuvent reprendre des charges, et ça s'appelle la rénovation thermique. C'est quand même intéressant parce que ça contribue à essayer de payer moins cher cette facture énergétique à la fin du mois. Un troisième exemple, toujours de surélévation bois, c'est toujours à Paris, je suis pas bon sur le timing, c'est ça
Vous voyez, c'est un immense bâtiment c'est une barre, disons-le, n'ayons pas peur des mots, de 200 mètres de long, sur lequel on fait un quatrième étage en 100% bois. Donc pour accueillir un collège et un lycée, refaire un peu de logement, de fonction, faire un Fab Lab. Donc là, on se dit, là, on a quand même un bâtiment en béton, ça vaut le coup de ne pas le démolir, type en rue, première version, mais de le réhabiliter. Et donc, ça peut reprendre des charges. La structure en béton, elle est encore saine. Donc, autant se faire de la surface et l'occuper. Là, on est aussi sur une démarche de réemploi avec beaucoup de matériaux d'emploi. On a pris de la menuiserie extérieure, typiquement. On a pris du bardage et on en refait des éléments d'ameublement à l'intérieur du collège lycée. Alors, combien c'est déjà dépassé, là, maintenant? Ouais, d'accord. Donc, un autre cas de surélévation, 4 étages bois. Alors là, juste intéressant en une seconde, c'est que des fois, les bâtiments peuvent reprendre des charges, des fois, ils ne peuvent pas reprendre des charges. Donc là, vous devinez peut-être un exosquelette en béton et en métal qui va reprendre les charges de la surélévation qu'il y a au-dessus. Et je n'en dirai donc pas plus, mais vous devinez peut-être des salles de bain préfabriquées qui arriveront en kit dans une résidence étudiante. Et une dernière surélévation où là, on va repartir d'un usage de garage qui va devenir ensuite un centre d'hébergement pour ensuite faire du logement. Et on a là, pour le coup, 3 étages en bois aussi, au-dessus d'un bâtiment avec de l'arrêt à Lourdes. Et on redonne un énième usage grâce à ça. Et donc, je conclurai par ça, par dire que quand on n'arrive pas à faire de la surélévation et à densifier, et qu'on fait du neuf, voilà, le gros mot français, et on essaye d'être exemplaire au maximum. Donc là, c'est un autre exemple. Il y avait beaucoup d'exemples parisiens. J'aurais dû faire, j'aurais dû mixer. Par un concours inventant la métropole du Grand Paris, où là, donc, on va être sur le seuil par rapport aux valeurs que disait Guillaume, au seuil 2028 en bureau, ce qui est assez compliqué. Voilà. Donc, nous, on pense qu'effectivement, on peut continuer à construire, mais autrement. Et pour ça, il faut s'accompagner de compétences et d'expertise, d'où la création d'un master responsable bas carbone. Donc, nous, on s'appuie beaucoup sur WeWood, qui est un bureau d'études bois, Elan, qui nous aide sur l'environnement, Cinéo sur le réemploi et sur notre constructeur, qui donc est prêt à nous construire un peu n'importe quoi. Voilà, Stéphane. Désolé, je t'ai pris du temps. Moi, je me lève. Je garde la raison. Et là, je me pas. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, c'est un vaste sujet, faut-il encore construire, c'est la légende du bâtiment. Donc moi, je vais essayer de vous parler un petit peu de l'envers de la construction. Et pour paraphraser Molière, de ce sein qu'il faut couvrir et que l'on ne saurait voir. Et le fameux sein que vous voyez là, avec des yeux, avec un avion qui passe, c'est un des sites de stockage des blés du Grand Paris. Une œuvre d'art composée par un très 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 grand architecte qui s'appelle Antoine Grimbach, qui je pense maintenant est assez vieux, mais qui fait une œuvre d'art pour les avions, vue du ciel. Ça ne s'intéresse plus vraiment à nous, terriens, terrestres. C'est plutôt un hommage aux avions, puisqu'on est juste à côté de Roissy, aéroport Charles de Gaulle. Donc moi, je vais vous parler de ces yeux-là qu'on a tendance à ne pas voir ni à regarder. Donc c'est quoi l'impact aujourd'hui du bâtiment et pourquoi ça peut nous interroger, nous, êtres humains, vivant sur la troposphère, ce que Bruno Latour appelle la zone critique, qui fait à peu près 8 à 15 km d'épaisseur, qui est la zone qui est la condition de vie sur Terre, une des seules planètes connues du système solaire où la vie est possible, et qu'on est gentiment en train de démolir. Donc le bâtiment, c'est un des premiers acteurs de cette démolition-là. C'est le premier poste de consommation énergétique en France. Le premier poste, si on prend en compte l'activité de la construction sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est 70% BTP des déchets produits en France. C'est 50% de la consommation de matières minérales non renouvelables. C'est 65% de l'artificialisation des sols en France. On reviendra sur les chiffres qui ont été annoncés tout à l'heure. Et c'est 25% des flux, notamment en Île-de-France. Vous voyez, on parlait tout à l'heure des 9 limites planétaires. Je ne sais pas si vous les connaissez. En 2009, on en avait déjà dépassé 3, 2015, 4 et 2023, yes, on est bientôt au 9. Les limites planétaires, c'est pas la planète. Souvent, on dit c'est la fin du monde, on va sauver la planète. Non, la planète, elle a 4,5 milliards d'années.
espèce humaine, enfin l'Homo sapiens, il n'a que 300 000 ans. Donc l'extinction de l'Homo sapiens et de ce qui va avec, c'est pas très grave à l'échelle de la planète. La planète se remettra, elle a une histoire beaucoup plus longue. Donc les 9 limites planétaires, c'est ce qui nous permet, à nous, êtres humains, de vivre sur cette planète. Quand on aura dépassé ces 9 limites, c'est-à-dire qu'on fait partie de la biodiversité. Quand on parle de l'extinction, de la 5e extinction des espèces, on fait partie de cette 5e extinction. Donc, je continue sur la Terre. Donc, depuis 2021, on aurait pu, je crois, marquer cette date-là. La masse artificielle donc, produite par les humains, l'anthropocène, a dépassé la masse du vivant de la planète, c'est-à-dire la masse du végétal, etc. Donc, on est à 80 000 hectares artificialisés par an en France. Donc, ça veut dire que tous les 6 ans, c'est un département. Donc, pour donner une échelle, parce que moi, je suis architecte, donc j'aime bien les échelles, c'est pratiquement la moitié de l'île de France qui est artificialisée tous les 6 ans. C'est 224 millions de tonnes de déchets produits par an, si on prend l'ensemble du BTP. Et 50% de ces déchets, donc 110 millions de tonnes, c'est des terres excavées. Pour vous donner un ordre de grandeur, le Grand Paris, donc on estime à 4 à 500 millions de tonnes de déblais. 4 à 500 millions de tonnes de déblais, si vous voulez étaler cette couche de terre sur 20 cm, ça couvre toute l'île de France. Voilà, pour vous donner des échelles. C'est 25 millions équivalent camions de 20 mètres cubes. Je parle en termes de camions. Je ne parle même pas des trajets aller-retour, les camions pleins qui repartent vides, etc. 25 millions. Le parc de véhicules en France, c'est 40-45 millions de véhicules. Je parle pas de camions, tous véhicules confondus. Là, c'est 25 millions équivalent camions. Donc, dig, baby, dig, j'ai fait le jeu de mots avec, vous savez, les Trumpistes qui disaient drill, baby, drill pour le gaz de schiste. Là, c'est dig, baby, dig. Dig en anglais, ça veut dire creuse, baby, creuse. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait. Donc là, c'est tous les sites de stockage des déblais du Grand Paris Express. Et donc, la première image que vous avez vue avec du Landart par ce vieil architecte pour les avions, c'est cet endroit-là, c'est à Damertin, le village sous Damertin. Donc, vous voyez l'emprise du lieu de stockage des déblais. C'est une des zones de déblais. La Seine-et-Marne va recevoir 56% des déblais du Grand Paris. Donc, ici, vous avez l'aéroport Charles de Gaulle. Vous voyez l'emprise, c'est à peu près la taille des petites tours qui sont autour. Vous voyez les camions, donc c'est 400 camions par jour et 6,8 millions de tonnes de déchets, enfin de déblais de chantier qui sont stockés là, sur 130 hectares de terres agricoles. Les meilleures terres agricoles de France, hein, c'est la vraie. Donc voilà. Donc moi, l'angle sur lequel je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est comment on fait pour arrêter de creuser. Et comment on sort de ce truc qui est assez récent finalement, de construire des parkings enterrés sous nos bâtiments. Quand vous regardez l'histoire de l'architecture, en fait, c'est un truc qui apparaît à partir des années 80. Moi, mon premier métier en tant qu'architecte, c'était de travailler en réhabilitation, beaucoup dans les quartiers politiques de la ville, donc en milieu occupé, dans le logement social, etc., sur de gros quartiers, 250 logements, etc. Et les parkings, finalement, ils n'étaient pas sur les bâtiments, ils étaient plutôt en extérieur, dans des silos, souvent, ou des parkings sur 2 niveaux, des dalles, des choses comme ça, mais c'était très rarement sous les bâtiments. C'est assez récent maintenant aujourd'hui qu'on fasse les bâtiments les parkings sous les bâtiments. Qu'est-ce que ça veut dire? L'empreinte spatiale d'un véhicule, c'est encore très difficile à calculer au niveau le chiffre project. Bon, sur les parkings enterrés, on sait à peu près, c'est une empreinte spatiale d'une voiture, donc compris sa circulation, c'est entre 27 et 30 mètres carrés dans un parking enterré. C'est l'équivalent d'un T1, d'un studio, 30 mètres carrés. Et l'empreinte spatiale d'un véhicule en circulation, Site Project, il a estimé ça à 100 mètres carrés par véhicule. Mais là, je parle plutôt des parkings bâtis enterrés. Donc, pour vous donner des ordres de grandeur de prix, un parking extérieur, c'est entre 5 000 € et 7 000 €, c'est paysager la place. Un semi-enterré, on est entre 10 et 12 000 € du parking la place. Un parking enterré, c'est 20 000 €. Sur 2 niveaux, c'est 25 000. Et si on y ajoute là-dessus, parce qu'on rencontre de plus en plus l'adaptation au sol, c'est-à-dire le cuvelage, des choses comme ça, ça va jusqu'à 35 000 € la place de parking. 35 000 €, ça veut dire qu'on va, si on ramène ça au mètre carré, c'est 1 250 €
par mètre carré de place de parking pour aller loger des voitures en sous-sol, des trucs qui sont pas mutables, alors que nous, on nous demande de construire à 1 650 € des logements pour loger les êtres humains. Et donc, aller expliquer aux élus qu'à un moment donné, quand un promoteur il se retrouve face à des contraintes de parking enterré, il faut cuveler, parce qu'en plus, à force de creuser et de faire des parkings, on fait remonter les nappes des sous-sols, donc la trame brune, il n'y a pas que la trame brune qui est impactée, il y a aussi la trame bleue, à La Rochelle par exemple, les parkings enterrés, il faut remonter les nappes, et comme vous avez de l'eau salée dans ces zones-là, bah, c'est l'eau salée qui remonte, et elle remonte un peu plus loin dans les terres agricoles. Et donc, il n'y a plus rien à bouffer. Parce que le sel, on ne cultive pas trop le sel. Donc, c'est de la désertification. Voilà. Donc, tout ça, ça a un impact, et j'ai obligé de mettre le parking à silo bois béton en noir, et c'est voilà, 15 à 20 000 € la place. Et dans ces 1 250 € du mètre carré de la place, ça ne prend pas en compte la vidéosurveillance, les contraintes en entretien-maintenance, le fait que personne n'a envie de descendre dans ces parkings enterrés, qui sont hyper anxiogènes, etc. Donc, je vous présente des projets que j'ai réalisés avec du maître d'ouvrage engagé sous l'angle des parkings. Bon, en même temps, ce bâtiment-là, Montreuil, c'est 17 logements, c'est une petite opération de dense à Montreuil, 100% bois, passif house, il n'y a plus de radiateur dans les logements, mais en triple vitrage, ventilation double flux, la petite chaudière qui alimente en chauffage en eau chaude, c'est 17 logements, c'est une petite chaudière de 20 kW de puissance, c'est-à-dire ce qui alimente dans un seul logement. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bâtiment-là, l'Observatoire des charges de CDC Habitat, sur facture, on a comparé avec des bâtiments construits à la même époque RT 2012. Sur facture, la consommation énergétique de ce bâtiment va être de moins 65%. Ici, à l'époque, c'était Dominique Poinet qui était maire de Montreuil. Le PLU n'obligeait pas, en logement social, dans un rayon de 500 mètres, à faire du parking. On n'a pas fait de parking. Il y a des parkings à vélo. Mais dans un milieu, c'est une toute petite parcelle de 350 mètres carrés. Imaginez si on avait dû faire un parking à ce moment-là. Ça, c'est une petite opération en cours. C'est pareil. Donc là, c'est un bâti du début du XXe siècle. C'est toujours CDC Habitat le bailleur. Et là, il y a une surélévation et il y a une extension sur une dent creuse qui est sur le côté. Et ici, là, on construit. Et donc, on a louvoyé avec le plus, c'est-à-dire que le plus, si on créait plus un logement, en fait, à partir de 2 logements, il fallait des places de parking. Et donc là, on a comptabilisé dans la déclaration de permis de construire les petites chambres de bonne qui font 9 mètres carrés. 9 mètres carrés au niveau du droit, c'est un logement. Donc on a comptabilisé toutes les petites chambres de bonne, on faisait 12 logements, pour déclarer 11 logements au PLU. Et le logement qu'on créait en plus, en fait, c'était un PLAI, non, les plus bas, en bas, PLAI, ouais, c'est ça. Et du coup, le PLAI n'était pas soumis au parking. Donc voilà, comment on a rusé, si vous voulez, pour ne pas avoir de parking à créer. Surtout qu'on est en plein centre-ville dessiné avec le RER. Alors, après, quand on n'a pas le choix, ici, on a fait du parking semi-enterré. Donc, comment on travaille en architecture? Du coup, on va surélever le bâtiment d'1 mètre à peu près pour ne pas avoir de parking enterré. Donc, on passe, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, d'un parking, on aurait été à peu près à 20-25 000 € la place de parking, à 10-12 000. Donc, c'est ce qui nous permet de gagner 10 à 15 000 € fois 60 voitures. Donc, ça fait 600 000 €. C'est 10% de l'opération. C'est ce qui nous permet de payer l'opération tout bois, passif. On est en triple vitrage. Pareil, il n'y a plus de radiateur dans les logements. Chauffe sur l'air, on est sur des ventilations plus centralisées. Et vous voyez comment on a travaillé l'intégration de ce semi-enterré. Donc là, c'est sur une petite ruelle à l'arrière. Tout ça est paysagé, ventilé naturellement. Et sur la rue, vous voyez tout ce sol qui est légèrement surélevé. Donc, comment on travaille l'architecture pour qu'elle s'intègre dans ça. Mais du coup, voilà, il est surélevé. C'est des très belles terrasses pour les logements de gratuité. Et c'est un bâtiment E3C2. C'est le seul bâtiment en France E3C2 avec du gaz. Ça, c'est une opération sur laquelle on travaille. On va lancer l'appel d'offres entreprise. Donc, celui-là, il est RE 2031, des passifs à hausse, des BCA. Donc, c'est tout bois aussi. C'est des bâtiments R3, R+4. Et là, on n'a pas respecté la fiche de l'eau.
la fiche de l'eau du concours demandait à faire des parcours d'intérêt, mais pas le PLU. Et donc, on a pris le risque de ne pas respecter la fiche de l'eau et de faire des parcours en extérieur, parce que là, on est en logement social avec une place par logement, ce qui nous permettait de payer les performances bois que vous avez ici en logement intergénérationnel. Si on avait fait là, on est dans le cadre d'une restructuration d'une résidence de 650 logements, donc on vient requalifier l'entrée de cette résidence. Il n'y a pas de parcours d'intérêt dans la résidence, en fait, parce que c'était des mains à étage. Si on avait fait un parcours d'intérêt, tout l'argent, il partait dans l'infrastructure. Habiter autrement, donc, c'est ça, c'est comment aujourd'hui, c'est quoi une architecture bas carbone, etc. Donc là, typiquement, nous, le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est là-dessus. C'est-à-dire on arrête de creuser et comment on intègre les stationnements dans les premiers niveaux des bâtiments, comme font les Hollandais, parce que les Hollandais, ils ne peuvent pas creuser, pareil, ils ont de la flotte sous les pieds. Et donc, comment on travaille une architecture de qualité en arrêtant de creuser, en intégrant la contrainte des stationnements dans les premiers niveaux. Donc là, c'est une image de concours qu'on a perdue, mais voilà, nous, on travaille aujourd'hui là-dessus. On refuse de creuser. Alors, je vais finir là-dessus. Donc, on a eu les manifestations alors, ce n'est pas les paysans qui manifestaient, enfin, c'est les paysans les premiers touchés, mais ceux qui ont eu gain de cause, c'est l'agro-industrie. Et pour moi, l'enjeu aujourd'hui, à travers une architecture qui est biosourcée, c'est de rééquilibrer les flux. C'est-à-dire qu'on a parlé des 9 limites planétaires tout à l'heure. Donc, quand on fait de l'architecture, on peut toucher au cycle de l'azote, au cycle du phosphore, au cycle de l'eau, au cycle des terres, au cycle de la biodiversité, etc. Et pour moi, quand je construis en bois, en paille, je peux travailler avec des agriculteurs, avec des gens qui font de la sylviculture. Je peux les aider à basculer sur de l'agroécologie. Aujourd'hui, on s'est allié de l'agroforesterie, par exemple, avec de la culture céréale, avec un niveau de productivité assez intéressant, sans pesticides, sans trucs comme ça, qui nous tuent tous au bout d'un moment, qui polluent notre eau qu'on boit tous les jours, etc. Et donc, comment on pouvait essayer de retravailler avec les agriculteurs, réarticuler les flux, typiquement récupérer les urines qui vont être utilisées en engrais plutôt qu'utiliser des engrais chimiques, récupérer toutes les boues de nos stations d'épuration pour faire de la méthanisation, plutôt que d'envoyer l'eau qui sort des stations d'épuration dans les rivières, d'arroser les territoires agricoles, etc., plutôt que d'aller pomper dans les nappes phréatiques de l'eau potable, etc. Donc il y a tout un cycle à réinventer. Vous voyez ici le travail de Sabine Barle, passionnant, qui a fait le métabolisme de Paris. Et donc, voilà, je vous invite à lire La ville stationnaire de Philippe Lewis et tous ses ouvrages d'ailleurs, et je m'arrête là. Merci. Bon, on va attaquer la table ronde. Allez, on va laisser cette image. Beaucoup de sujets, il ne reste pas énormément de temps. Je vais commencer par le début dans les questions, par la conception. Donc, une question pour Mélanie et Stéphane, c'est est-ce que, et ça rejoint un peu ce que tu disais sur les gens, les jeunes qui arrivent et qui veulent faire de la rénovation, elle est multiple cette question, c'est bien, il y a le STP, c'est est-ce que les gens qui arrivent sont bien formés? Est-ce que vous avez le sentiment que les choses avancent bien? Et pour être un peu caricatural, parce que c'est toujours mieux dans les débats, si vous battez un peu, est-ce qu'il faudrait faire disparaître le métier de BET environnement? C'est pour ça que je ne le fais plus. Mais dans le sens où ce métier-là devrait être intégré dans la conception. On a inventé le métier de BET environnement parce qu'à un moment donné, il fallait des gens compétents, mais à un moment donné, tout le monde devrait être compétent là-dessus. Donc, est-ce que, avec un peu la caricature, est-ce que le BET environnement devrait être absorbé par les architectes et moi qui donne beaucoup de cours à des jeunes architectes, je ne les vois pas très bien formés. Donc, est-ce que ce duo, pour l'instant complètement séparé, fonctionne bien? Quelle peut être l'évolution et comment on arrive à ce que les gens soient bien formés?
C'est dur. Question. Non, mais je vais commencer comme ça, je te laisse te répéter un petit peu avant d'en prendre pour mon grade sans doute. Donc, il y a plusieurs questions, mais je vais peut-être répondre d'abord par la dernière. Faut-il que les BET, environnement, développement durable, ingénierie environnementale, etc., disparaissent? Alors, faut-il, je ne sais pas, mais finalement, je l'espère, parce qu'effectivement, si je le vois d'un point de vue conviction environnementale, je l'espère. D'un point de vue conviction économique, bon, d'ici 2050, je peux me reconvertir. Le sujet, en fait, il est plutôt de se dire, est-ce que le bureau d'études environnement doit être intégré chez l'architecte, chez le bureau d'études, tout corps d'État, etc. Je le vois plutôt dans l'intégration des compétences au sein des architectes, au sein des ingénieurs, qu'ils soient ingénieurs structure. Quand on parle béton, bas carbone, on peut discuter aussi de cette formulation. Donc, c'est des notions structurelles. Le fait de parler de tout ce qui est description des lois architecturaux, les quantités, les chiffrages, aussi au sein des économistes de construction. Est-ce que l'économiste ne doit pas réaliser l'analyse de cycle de vie? C'est une question aussi. Tous ces sujets-là, et bien sûr aussi l'architecte est sensibilisé à ça quand il écrit un bâtiment. Le sujet carbone se joue dès le premier coup de crayon. Travailler un plan masse de façon très compacte, si je fais référence à l'opération que j'ai montrée tout à l'heure, mais en fait, plus on a eu un linéaire de façade, plus on a bien sûr de matériaux, on a des déperditions, donc on a des consommations. Donc en fait, je le verrais plus comme ça, donc une intégration directement aux spécialistes. Et pas forcément un bureau d'études intégré, même si aujourd'hui ça se fait, certains le vivent bien, d'autres un peu moins. Donc, oui, je dirais que mon métier va tendre sans doute à disparaître. Et pour répondre au sujet de la formation, alors finalement je ne suis pas très vieille, mais il y a... Merci. Donc, il y a une dizaine d'années, il n'y avait pas encore tous ces masters spécialisés, ces cycles aussi d'ingénierie sur le sujet du développement durable au sens large, sur le carbone. Donc, je pense que ça va dans le bon sens, mais il faut continuer la formation tant de nos jeunes ingénieurs, mais aussi finalement continuer la formation de ceux qui travaillent depuis 10, 20, 30, 40 ans, parce qu'en fait, on doit faire évoluer les pratiques maintenant. Donc, voilà, je pense que c'est important et je vais m'arrêter là pour te laisser la place dans la réponse. Alors, je ne vais peut-être pas répondre directement. Je voudrais seulement préciser à tout le monde, si vous voulez, qu'en 2015, il y a eu le rapport du Haut Conseil pour le climat qui a comparé le parc résidentiel tertiaire français à niveau de climat équivalent avec l'ensemble du parc résidentiel tertiaire européen, et que le parc résidentiel tertiaire français est un des moins performants d'Europe. On est les seuls à construire en Europe, par exemple depuis les années 80, donc depuis 40 ans, avec des façades en béton armé, d'isolation intérieure, genre 6 cm, des pompes de partout, chauffage électrique, panneaux électriques. Ça a un peu changé avec la RT 2012, mais c'était comme ça qu'on construisait en France, pas cher. Il suffit de voir tous les pavillons en grande couronne qui ont été construits. Et les gens, ils ne savent pas se chauffer, ils ne savent plus payer leurs factures, etc. Tu es en train de taper sur les architectes d'un certain âge. Non, je tape sur la loi. On est toujours avec une RT qui date de 2005. La France est en procès parce qu'on n'a pas fait évoluer la réglementation sur la réglementation. Et c'est là qu'est le plus gros gisement pour répondre aux enjeux qui sont les vôtres de baisser le carbone. Le gisement, il est là. Il n'est pas sur la construction neuve, il n'est pas sur la RE 2031, où c'est 1% du parc qui est renouvelé tous les ans. L'enjeu, il est sur l'existant. Ensuite, je pense qu'il faut que les architectes, et je ne pense pas que ce soit le cas dans les écoles, je ne suis pas enseignant à l'architecture, mais moi je me suis formé tout seul à la sortie de l'école, je suis certifié Passive House. Souvent, on considère que quand on discute avec les bureaux d'études, ils ont l'impression que je suis un ingénieur. Non, je suis architecte.
je n'ai pas du tout une formation même scientifique au départ, hein, plutôt une formation de sociologie et de philosophie. Mais il faut que l'architecte retrouve son rôle de chef d'orchestre et qu'il soit capable, et c'est son rôle, si on veut faire, qu'il soit capable de parler avec l'ACV, même si c'est pas lui qui va faire un calcul. Moi, je les vérifie parce que des fois, les bureaux d'études thermiques qui font les ACV, ils prennent pas les bonnes fiches. Quoi. Donc, non, ça c'est une membrane d'étanchéité en toiture, c'est pas une membrane par vapeur, c'est une grosse blague, tu vois. Ça arrive. Et pareil, le bureau d'études structure, il faut qu'il dessine en pensant les fonds thermiques. Et souvent, c'est pareil, hein, on est dans un métier en silo où les gens ne travaillent pas ensemble. Voilà, nous, quand on fait des bâtiments passifs à hausse, moi j'ai été formé sur le passif, hein, c'est un label européen, c'est une formation européenne. On a une approche holistique et systémique du bâtiment. On ne travaille pas, on n'attend pas le DCE pour faire venir le bureau d'études. Donc, j'ai l'impression, si tu veux, moi, dans ma pratique, telle que je me suis développé sur le tas, parce que c'est ça un métier, c'est ça qui est riche dans un métier, c'est qu'on passe notre temps à nous former, en fait, soi-même, et c'est ça qui fait la richesse de notre métier, et il faut que les architectes se réapproprient ces domaines-là, et ce que je trouve passionnant dans l'architecture bois, c'est que d'un seul coup, on retrouve aussi la structure. On avait oublié avec ce béton un peu magique, dessine avec le même rotring, tous les murs ont la même. Donc, et je dis la révolution pour moi aujourd'hui, c'est comment on passe d'une technique de coulage et d'encollage qui caractérise le bâtiment depuis 50 ans, on coule, on colle. Les petits, c'est même plus des artisans, les mecs sur les chantiers, ils collent des plaintes, ils collent des isolants, ils collent des blocs portes, ils coulent. Construire, c'est assembler. Parler, c'est assembler. L'homo sapiens, c'est l'outil, c'est l'assemblage. C'est ça qui distingue des autres. Voilà. Il nous a réduit un truc, on coule. Et donc, si on veut faire revenir les jeunes dans le bâtiment, c'est aussi ça. Et ça, c'est la formation, de donner du désir. Et l'assemblage, c'est le langage, c'est l'intelligence. Voilà. Pas mal. Alors, pour enchaîner, ça va pas être facile d'enchaîner. Une question, du coup, pour Claire et Sébastien. Claire, tu as dit un mot que j'ai bien aimé, c'est sur mesure pour les projets de rénovation. Et quand on voit les projets de Sébastien, on sent bien qu'il y a une technicité importante et on voit l'évolution. Donc, on sent que chez vous, Sébastien, oui, les lignes commencent à bouger, on a des ambitions sur la rénovation. C'est le cœur de métier quand on est à l'RIVP. Mais si on dézoome un peu que par RIVP et Bouygues, c'est est-ce que vous sentez qu'il y a un mouvement où les maîtrises d'ouvrage commencent à comprendre les sujets et à passer? Est-ce que les concurrents Bouygues sont dans le même mouvement? Est-ce que c'est une nouvelle pratique de construction, quoi, de sourcer, géosourcer, et se diffuse? Tu as montré effectivement beaucoup d'exemples parisiens, mais qu'est-ce qui se passe ailleurs? Tu parlais de Marseille, qu'est-ce qui se passe à Marseille? Voilà, comment vous, de votre vision, cette évolution que cela dit pas mal décrit déjà sur ces 15 dernières années, si on essaye de voir et de se projeter un petit peu dans les 10 années à venir? Ouais, je fais des questions. Non, mais c'est bon. Oui, alors moi, c'est vrai que je connais essentiellement le tissu parisien, mais il y a quand même des occasions d'échange avec d'autres régions, et je pense que ces préoccupations, elles sont nationales. Après, il y a une question de moyens. Donc, Stéphane, tu parlais de l'évolution de la loi, mais il y a aussi l'évolution des financements, qui est importante. De côté RIVP, il y a 10 ans, on avait sur le développement, là je parle de l'augmentation du patrimoine, on avait moitié construction neuve et moitié acquisition d'immeubles qu'on rénovait. Là, sur 2023-2024, on est plutôt sur 25% de neuf. Donc, on voit quand même que la part d'acheter des immeubles pour rénover prend un peu plus de place que la partie neuve. Et puis, il y a un autre sujet qui est intéressant, parce que quand on parle de financement, le logement social est quand même plus financé que les copropriétés. Et la ville de Paris a quand même mis en place des dispositifs pour financer les copropriétés, mais c'est un peu plus compliqué puisque
En gros, pour agir sur la thermique, il faut agir sur le clos couvert, donc les façades et les toitures et les menuiseries. Les façades et les toitures, c'est une décision commune, sont des parties communes, donc ça va être voté et financé par l'ensemble de la copro. Les menuiseries, ça peut être chaque copropriétaire qui les change. Donc en fait, quand on veut faire un projet global, ça va être compliqué d'imposer à un copropriétaire qui va remplacer ses fenêtres de les re-remplacer parce qu'elles ne sont pas assez performantes. Donc c'est un peu plus, plus délicat. Et la ville est en train d'encourager les bailleurs à tisser. Alors on ne sait pas trop comment ça va se faire. Nous, on a une opération un peu pilote qui va démarrer. Donc pour tisser des partenariats entre des bailleurs et des syndics de copropriété pour qu'on puisse leur faire bénéficier un peu de l'expérience plus longue qu'on a. Et puis, quand on est voisin, peut-être aussi avoir des systèmes de mutualisation de travaux. Là, le cas pilote dont je parle, c'est un ensemble qui a été construit. Une partie est en copro, une partie est en rénovation. Donc, on va peut-être réussir à mutualiser certains coûts d'installation de chantier ou d'échafaudage et à décrocher un peu plus de financement avec les travaux qui sont faits côté bailleur et les travaux qui sont faits côté copro. Alors, globalement, on sent une évolution du marché, mais qui quand même, donc, moi, je trouve assez lente, et pas vraiment disruptive et en rupture, et assez aléatoire en fait par typologie d'acteurs. Alors, ceux qui sont au début de la chaîne alimentaire, si je peux les appeler comme ça, donc les collectivités, les aménageurs, qui détiennent notamment le foncier. Oui, en général, ils poussent les curseurs très loin. Donc tout de suite, on est en 2024 et ils poussent les curseurs déjà en 2028 ou 2031. Donc c'est intéressant. Après, pour l'avoir vécu anciennement, ce serait, je pense, plus intéressant d'avoir des prescriptions qui visent la massification plutôt que d'avoir des prescriptions one-shot de l'exemplarité. Si je suis passé par là, c'est quand même plutôt ça qu'on attend, c'est la massification, et pas le beau projet bijou à droite et à gauche. Je peux me permettre pour cette catégorie publique-là des aménageurs. Pour les collectivités, ils poussent beaucoup le bas carbone et c'est tant mieux. Mais ce qu'il faut juste rappeler, qui est évident mais qu'on oublie tout le temps, c'est que les équipements publics, ce sont des produits immobiliers hors marché. On est d'accord, il n'y a pas de marché de l'offre et de la demande de l'équipement public. C'est-à-dire que si la commune, par rapport à son budget d'investissement, elle a prévu 20 millions sur son équipement, bah, elle les met. Ce qu'on ne retrouve pas, du coup, dans le logement, c'est quand même toujours une équation économique tendue. Donc, chez les bailleurs, alors, il y a la RIVP qui pousse bien, il y a 3F, si on en cite d'autres, CDC qu'on a vu dans les exemples. Et je trouve que c'est loin d'être automatique et généralisé, parce que aussi les bailleurs, les pauvres, entre guillemets, ils sont pris dans des objectifs de volume, dans les fameux 400 000, 500 000 logements neufs à créer chaque année. Et les promoteurs, c'est aussi très variable. Nous, on pousse, on y va de manière ambitieuse mais progressive. Il y en a qui se sont spécialisés là-dessus. Donc, c'est très aléatoire. Et puis après, si je prends la dernière typologie d'acteurs pour finir sur la question, il y a ensuite ceux qui achètent les produits immobiliers. Donc aujourd'hui, dans le logement, dans la vente à la découpe, dans la vente en bloc, il n'y a pas de reconnaissance du bas carbone. Aujourd'hui, quasiment personne est prêt à payer plus cher son logement parce qu'il est bas carbone. Ce qu'on n'observait pas avant que le tertiaire meure en France. Dans le tertiaire, avant, avec toute la démarche ESG, vous savez, environnement, social, gouvernance, il y avait un début de reconnaissance de la valeur carbone parce que le détenteur d'un patrimoine bas carbone ne veut pas que son actif soit obsolescent au bout de 3 ans, et que si c'est pas bas carbone, c'est vu comme un risque par rapport au dérèglement climatique. Et donc là, il y avait une valorisation du bas carbone. Et donc ça a amorcé la pompe. Bon, voilà, donc une seule réponse, mais pas une réponse. On reviendra sur le coût, oui, on reviendra sur les sujets de coût. Avant, et pour attaquer ce sujet du coût, on va commencer par le sujet des études. Ce qui est un peu plus facile, c'est on voit bien que les projets, quand on veut les travailler le mieux possible en amont du PC, on sent qu'il y a une durée d'étude qui peut être un peu plus longue. Quand on parle de sur-mesure, ça veut dire que c'est plus compliqué, il y a plus de technicité.
il y a plus d'ingénieurs qui interviennent. Est-ce que cette notion de durée, de temporalité, de complexité a un impact sur la manière d'aborder les projets de siècle? Est-ce qu'on est toujours en mode on va vite, on veut déposer un PC et on fait le moins possible, ou est-ce qu'on peut maintenant, avec la crise, se permettre de prendre le temps, de réfléchir, d'étudier toutes les options? Donc, et ça pourrait être une réponse, ça pourrait être une réponse, Mélanie par exemple, hein, et Sébastien aussi, c'est quand vous attaquez un nouveau projet, comment ça se passe sur cette partie-là? Vaste question, et question sur mesure aussi. Enfin, on répond sur mesure parce que ça va vraiment dépendre du contexte. Nous, aujourd'hui, on intervient sur des projets privés, des projets publics, donc que ce soit du logement, des équipements publics, le tertiaire neuf beaucoup moins, mais de plus en plus en réhabilitation. Le sujet du temps d'étude, du coup, il va dépendre vraiment de la typologie, et c'est vrai que par exemple sur du logement en neuf, on en a encore pas mal, le temps d'étude peut être assez compressé, et même plus largement en privé, je trouve que le temps est très compressé. En public, on a du fait du fonctionnement, alors une certaine inertie aussi sur les comités de validation, les comités de pilotage, etc. Ça nous donne un peu plus de temps en général. Et c'est vrai que si je prends l'exemple du logement, où maintenant, avec la réglementation environnementale, on doit de toute façon réaliser ce fameux calcul carbone avec le cycle de vie. On veut conforter nos résultats avant le dépôt du permis de construire. Et là, en fait, on parlait tout à l'heure de l'approche du travail siloté. On se retrouve vraiment dans ce cas de figure-là où l'architecte travaille, l'économiste aussi, mais en général, en plus, il travaille au ratio et donc au métré. Point très important souvent pour nos bureaux d'études. Et en fait, tout le monde avance de façon parallèle dans un délai très restreint. Et souvent, nous, on se retrouve finalement à faire, là, si je parle que du sujet carbone, mais on a beaucoup d'autres études aussi sur le confort et autres à réaliser, avec une marge de manœuvre un peu frustrante, c'est-à-dire qu'on se retrouve parfois à pas avoir le temps de travailler de façon itérative. Et pour le coup, le carbone doit être travaillé de manière itérative. Certes, on a l'approche sur le système constructif, donc on peut rapidement être aussi force de conseil sur ces sujets-là sans forcément lancer la machine de calcul. Par contre, quand on est sur des niveaux RE 2025, RE 2028 et autres, on se doit d'être très précis et de travailler sur l'ensemble des lots. Tous les lots ont leur importance. Certes, on peut se dire que construire en bois, ok, ce sera meilleur que de construire en béton, mais qu'en est-il des revêtements de sol, du PVC, du lino, des menuiseries en alu, en PVC, encore, et puis aussi des volets roulants, motorisés ou pas. En fait, tout ça a un impact significatif dans le bilan carbone. Et donc, en termes de temps d'étude, nous, c'est vrai que sur ce sujet-là, on arrive parfois un peu trop tard et nos promoteurs ne sont pas toujours contents quand on leur dit oui, non, voilà l'étude, mais elle n'est pas bonne. Voilà les pistes d'optimisation qui, en fait, souvent sont associées à un coût. Et donc, c'est vrai que c'est des sujets qui sont parfois compliqués. Voilà, en tout cas, on essaie au maximum d'anticiper avec nos outils de faisabilité pour être proactifs. C'est un peu compliqué parfois. Tu as entendu la perche, Sébastien, tu veux quelques mots? Avant, enfin, si je simplifie de mon point de vue, avant la RE, ce qui drivait la conception d'un projet, c'était l'architecture et le coût de travaux. L'architecture et les euros. Maintenant, en RE, il y a un troisième qui est arrivé, qui est
l'impact carbone du projet, quoi, puisqu'il y a des seuils que tu as présentés, les valeurs que tu as. Et donc, effectivement, en fait, ça nécessite de l'itération, donc on n'était pas habitué. Donc ça renvoie à, quand même, dans une certaine mesure, à l'éducation de la maîtrise d'ouvrage, du promoteur et du bailleur, de maître d'ouvrage, à anticiper et à bien faire itérer l'architecte. Tant que l'architecte n'a pas intégré les compétences carbone, comme Stéphane vérifie les calculs, et ben, il faut le temps d'itération. Je pense aussi, parce que moi c'est du vécu au quotidien, c'est aussi comment la maîtrise d'ouvrage valorise le référent carbone au sein de l'équipe de la maîtrise d'œuvre pour qu'il ait son mot à dire. Sinon, quand même, dans certains cas, il se fait complètement étouffer par l'architecte. Il faut le dire, dans certains cas. Au sens figuré. Au sens figuré. Et du coup, on voit en fait une guerre d'opposition entre chacun qui défend son intérêt. Donc, le référent carbone, il défend son intérêt environnemental, l'architecte, il défend son intérêt d'usage de l'architecture. Et puis, du coup, ça, en fait, ça clive tout le monde. C'est pas très intéressant. Donc, ça passe par ça, ouais. Et puis, donc, quel rôle on donne au référent carbone au sein de l'équipe de la maîtrise d'œuvre, je pense que c'est essentiel, même si des fois on est dans des temps très serrés, ça permet quand même que le carbone devienne une aide à la décision pour la conception. Ça marche. Donc on a parlé du temps de la conception, on va parler du temps du projet. Quand on construit pour 20, 30, 40, 50, 200 ans. Donc ça pose plein de questions. Ça pose la question du confort avec l'évolution climatique, les canicules qu'on va avoir. Ça pose la question de l'adaptabilité. On a montré des belles surélévations. Et ce qu'on voit globalement, c'est que quand on essaye de penser un peu trop le futur et un peu trop d'adaptabilité, on se met beaucoup de contraintes et on peut mettre beaucoup de carbone parce que je vais imaginer que j'aurai une surélévation, je peux mettre une structure un peu plus grosse. Je rajoute des espaces qui peuvent être modifiés plus tard. Donc, sur cette question du temps long, de l'impact du confort et du carbone, Stéphane, toi, ton approche est part des bâtiments passifs. Je veux bien que tu nous parles comment tu t'arrives à projeter ton bâtiment dans le futur. Est-ce que tu vois des évolutions possibles des bâtiments, t'imagines, dans 10, 20, 30 ans? Et la question pour Claire, c'est, du coup, c'est vraiment compliqué, c'est le temps long. Hein, est-ce que vous arrivez à le penser ou est-ce que vous êtes plutôt en mode action-réaction? Et donc, on fait la suite. Hein, on a vu le temps de la conception et le temps de vie des projets. Oui, on est un peu entre les deux parce qu'effectivement, j'ai parlé tout à l'heure des échéances sur les passoires thermiques, donc on est obligé de réagir assez vite pour résorber nos étiquettes, nos bâtiments en étiquette ESG. Néanmoins, on construit ou on rénove un patrimoine qu'on gère, donc on est tout le temps dans le temps long, on se projette tout le temps dans le temps long, donc on va chez un bailleur social. Moi, j'ai travaillé par le passé chez un promoteur, donc j'ai bien vu la différence. Un promoteur, il est à l'époque, ils ont peut-être d'autres. Je prends des temps. C'était vraiment du court terme. Il fallait que ce soit efficace, rentable et que ça se vende. Le bailleur, il s'est dit dans 50 ans, je vais encore m'occuper de mon patrimoine. Donc, si je peux éviter de devoir le rénover tous les ans parce que j'ai mis des matériaux pas assez pérennes. Donc, ça, c'est quand même un peu dans notre ADN. Pour les sujets environnementaux, on essaye de faire le choix suivant, qui est de privilégier quand on a des choses à faire, parce qu'on est quand même, comme tout le monde, hein, on a des budgets, on a des arbitrages à faire, on va plutôt privilégier l'enveloppe, donc l'inertie d'un bâtiment, que les systèmes, parce que en fait, parfois, pour gagner 1 kWh, on nous dit vous allez mettre du photovoltaïque, de la récupération de chaleur sous les eaux grises. Bon, tout ça, c'est des choses qu'il faut tester, qui sont intéressantes, mais on a eu pas mal d'installations solaires qui datent, ça c'est pas très récent, et on a un peu de recul là-dessus, et on voit que en maintenance c'est assez compliqué, donc finalement l'efficacité qui était imaginée au début n'est pas du tout au rendez-vous sur la durée.
Donc là, notre choix, nous, de long terme, c'est de dire on va privilégier l'isolation, les matériaux, la pérennité du bâtiment. Et si on met une chaudière gaz, on va garder une chaudière gaz, c'est en bon état, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que sera le marché de l'énergie et les dispositions des énergies disponibles dans 10 ou 15 ans. Par contre, si notre bâtiment il est plus étanche à l'air, il est plus étanche au chaud ou au froid, ça, on sait que c'est pérenne. Très bien. Non, mais c'est bon, c'est une bonne note. Non, mais on parle du temps long. La première réglementation thermique française, c'est 74. Toutes les règles, en fait, on ne devrait pas appeler ça des réglementations thermiques, on devrait plutôt appeler ça des réglementations énergétiques, au sens où la réglementation thermique française, contrairement encore une fois à nos autres voisins européens, c'est d'abord une réglementation sur l'énergie. On n'a jamais privilégié la performance de l'enveloppe en France. On faisait des bâtiments isolés par l'intérieur à 6 cm et des radiateurs électriques et des ballons de chaude électriques. C'est ça la production française. Dans les pays d'Europe où il faisait plus froid, où l'énergie était beaucoup plus chère, etc., on isole par l'extérieur les bâtiments. Il suffit de voir les débats qu'il y a eu pour l'Aéro 2020, où d'un seul coup on a dit qu'il faut un BBO par rapport à la RT 2020 de 30%. Ça a été levé de prix, on a failli pas l'avoir, ce plan. Donc, si vous voulez, en France, on finance de l'équipement qui est cher en entretien et maintenance au détriment de la qualité de l'enveloppe. Donc, pour répondre à ta question, moi je viens de la réhabilitation. Donc, toujours pareil, sur ce modèle constructif sur lequel on est depuis 50 ans, il y a très peu d'innovation dans le bâtiment en France quand même. On construit comment le logement en France? C'est la façade plancher, on construit comme au 19e siècle. Normalement, l'invention du béton devait nous libérer. C'est ce qu'on a, le Corbusier, les ingénieurs, c'était le plan libre. Il y a le poteau, la dalle, et puis rien. Et on devait enfin se libérer d'un mode constructif maçonné avec des façades porteuses, des refends porteurs, etc. en pierre. On construit comment aujourd'hui les logements? On a remplacé la pierre par le béton. C'est de la façade porteuse, du refend porteur, de la dalle béton, enfin c'est du tout béton, depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le béton, c'est récent finalement, ça a 75 ans. Ces bâtiments-là, ils évoluent pas. Moi, je viens de la réhabilitation, les bâtiments des années 80, on ne sait pas trop quoi en faire. Les refends entre chambres, entre logements, etc., les ouvrir pour les faire évoluer, c'est impossible. Moi, ma première réponse à ta question, c'est de dire, revenons à ce qu'ont inventé les anciens dans les années 20, faisons du poteau dalle. Déjà, pour commencer, c'est pas compliqué, etc. Ensuite, quand on prend les bâtiments d'avant, le patrimoine, moi j'habite dans un vieil immeuble parisien qui est en bois, on ne voit pas que c'est du bois parce que tout est recouvert de plaques, mais tous les bâtiments des faubourgs sont comme ça. Ouvrir un plancher pour relier 2 étages, ouvrir un mur, etc., c'est simple. Moi, je le fais moi-même, avec ma scie, mon couteau. Vous voyez, je n'ai pas besoin d'arriver. Ouais, je n'ai pas été plus loin. Mais, vous voyez, c'est ça. Et une des vraies questions aussi à se poser par rapport aux enjeux du confort dans l'été. Aujourd'hui, on a très peu de données scientifiques. On a beaucoup travaillé sur comment les bâtiments réagissent au confort d'hiver, et encore avec des données scientifiques. On ne mesure pas en France. Moi, je viens du Pacific House, tout est instrumenté. D'accord. C'est pas de la simulation. Il y a une fascination en France pour la simulation thermique dynamique. Comme si la simulation thermique dynamique, c'était la vérité. Non, la méthode expérimentale, c'est... Comment? Un peu quand même. Ben non. La méthode expérimentale, c'est pas ça. La méthode expérimentale, c'est on fait des hypothèses, on mesure, on ajuste notre modèle mathématique en face. Et on vérifie si c'est la vérité ou pas. En France, non. Il n'y a aucune, aujourd'hui, simulation thermique dynamique qui est mesurée derrière pour vérifier si ça marche ou pas. En passif, si. Les constructions passives, là aussi, tous les ans, il y a un symposium international qui réunit des universités du monde entier sur le passif, où on confronte des études, des mesures, c'est des scientifiques, etc. Vous voyez ça en France? Vous voyez en France, la RT 2012, avec les gens qui font des retours, ça marche pas. Voilà. Seulement pour dire que un des enjeux, 30 secondes. Un des enjeux, nous, l'opération que vous avez vue sur Ozoir, c'est, on vient de remporter un appel à projet de recherche bâtiment responsable, où on va instrumenter en grandeur réelle, avec des sociologues qui vont
faire des enquêtes habitants pour savoir comment ces bâtiments-là vont réagir au forçage radiatif. Et dans nos bâtiments aujourd'hui, on a des refuges climatiques. Maintenant, on construit des bâtiments avec des refuges climatiques pour les femmes enceintes, pour les bébés, pour les personnes âgées, etc. Donc, et c'est ça, c'est là-dessus qu'on travaille. D'accord. Vous donnez la parole à la salle. Ouais. Voilà, c'est ça, la troisième partie. 9 minutes de questions, mais comme je crois qu'il y a un pot après, ça peut être des questions. J'ai entendu dire qu'il y avait un peu un pot. Oui, je vais poser une question sur les architectes des bâtiments de France. Et est-ce qu'ils évoluent aussi ou pas du tout, comment ils intègrent, bref, c'est possible. Qui veut faire une réponse? Enjeux environnementaux face à des civils. Oui, ils évoluent. En tout cas, là encore une fois, je parle pour ce que je connais, donc à Paris. Donc c'est vrai qu'il y a un travail de la ville de Paris pour faire réfléchir ensemble ces services. Donc en gros, la DLF, la Direction du logement et de l'habitat, là, qui porte cette politique de construction écologique et de rénovation thermique. Donc ils font des échanges, donc il y a des choses qui bougent quand même. Mais c'est pas simple, et puis la BF, c'est une personne en fait, et sur chaque arrondissement, c'est une personne différente. Et donc, il y en a avec qui on arrive à discuter et d'autres moins. Bon, après, il y a aussi de l'innovation, il y a des nouveaux, par exemple, il y a l'enduit chaud-chambre qui permet quand même d'améliorer un peu la thermique en gardant les mots des natures du bâti faubourien. Bon, le seul inconvénient, c'est qu'il n'est pas du tout compté dans les fameuses simulations. Donc, ça ne marche pas sur le papier, mais concrètement, en fait, ça apporte comme un plus. Donc, c'était une réponse un peu mi-figue, mi-raisin, mais oui, il y a des choses qui évoluent, mais ça reste quand même un passage un peu difficile sur certains projets. Il y a une question notamment sur le chat sur Teams et sur la place de l'entretien et plus particulièrement de la maintenance des bâtiments dans le développement durable. Et elle questionne sur ce rôle qui permettrait peut-être d'augmenter la durée de vie des bâtiments au-delà des 30 ans, pour lesquels les bâtiments sont réputés comme amortis. Yes. Alors, il faut qu'on réponde. On a 10 minutes pour répondre. Tu veux penser, Stéphane? Si vous prenez le bâtiment de Montreuil que je vous ai présenté tout à l'heure, le premier, qui a une consommation de moins de 65% comparé à ses petites sœurs RT 2012. En fait, c'est des bâtiments dans lesquels il n'y a pratiquement plus d'équipement. Par exemple, on n'a plus de radiateur. Qui dit pas de radiateur, et donc les retours. Donc c'est un bâtiment qu'on a livré en 2016, donc en exploitation, habité, tout ça, c'est du logement social. Hein, c'est pas un Montreuil, tout ça, dans le centre-ville. Et du coup, les retours qu'on a des services de gestion, c'est que c'est un bâtiment qui fonctionne très bien. Parce que comme il n'y a pas de radiateur, typiquement, les gens ne se plaignent pas qu'il fait trop froid ou trop chaud, etc. Donc ça, c'est bien. Comme on n'a pas de radiateur, il n'y a pas de robinet thermostatique qui saute avec des dégâts des eaux tout le temps dans le logement. Donc en fait, on est sur un bâtiment assez low-tech. Alors souvent, les purs et durs de la ventilation naturelle, machin, de la sobriété, pas du tout, ils nous attaquent parce qu'on fait de la double flux. Mais la double flux, c'est un truc, quand c'est bien pensé, quand c'est bien conçu, c'est super parce que du coup, vous chauffez sur l'air, vous n'avez plus d'entrée d'air froid par les fenêtres. Mais moi, je viens de la réhabilitation. Vous rentrez, c'est pour ça que ça ne marche pas l'RT 2012 avec la simple flux. C'est que vous avez de l'air froid qui rentre par les fenêtres. Moi, tous les endroits où je rentrais en logement, tout était chauffé. Parce que les gens, ils ont des courants d'air froid qui leur arrivent sur le cou en pleine. Donc le 19 degrés, si vous voulez, ça marche quand vous êtes dans le couloir, loin des fenêtres, dans les bâtiments RT 2012. Et l'autre truc, c'est que l'air froid qui rentre, c'est aussi l'air chaud. Alors, on va voir sur quoi choper une dernière question. Et donc, voilà. Et le bardage que vous avez vu là, il a presque 10 ans. Et il fonctionne, il marche très bien. On n'est pas obligé de... On va couper ton micro, Stéphane. Une dernière question. Je suis désolé. On l'a bien un peu briefé, Stéphane. Mais... On sait qu'il est toujours plus facile de gérer un patrimoine quand on est propriétaire unique, pour les civils. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a un gros sujet
toutes ces réglementations sur les copropriétés. Est-ce que vous avez entendu parler de changements à venir sur les règles, par exemple, d'approbation des décisions des travaux dans les copropriétés vous avez par exemple des habitants, des propriétaires qui habitent, donc ils se fichent d'être parce qu'ils ne louent pas, et puis des propriétaires qui sont bailleurs et qui vont avoir une perte de puissance financière de leur bien s'ils ne peuvent pas faire les travaux nécessaires. Donc, on va être dans une situation où les gens comprennent les besoins, veulent bien les faire, mais ça reste un enjeu de copropriété. Alors, question. Bon, donc on est viré de la salle à 20h? Non. Ça, je pense que cette question mériterait, je pense, 2 heures de débat. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure avec effectivement ce problème de décision, mais aussi de financement, parce que c'est pour l'instant un peu moins bien financé. Je pense que ça va bouger, puisque la réflexion qui est en train d'être lancée là, entre les bailleurs et les syndics de copropriété va sûrement faire évoluer les choses, mais à ce stade, pour l'instant, on n'a pas connaissance de modification de ce point de vue-là. Donc, je fais le même constat. Et quand on a eu un échange avec Jacques Baudrier, qui s'occupe de tous ces sujets-là à la ville de Paris, lui, son constat, c'est que les bailleurs parisiens sont à peu près dans la trajectoire pour 2050. Sur les copropriétés, on n'est pas du tout. Donc, ils sont vraiment conscients qu'il y a un enjeu. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que si je parlais vraiment comme un consultant, le signal du marché est plutôt bien donné. Alors, après, on peut expliquer les méthodes de calcul, etc., mais le signal est assez clair, il faut avancer. Franchement, qui a parlé, le sujet de la massification, on pourrait, même chose, on discutait des heures, comment on va arriver à massifier tout ça. Franchement, il reste 45 secondes. J'avais une super question pour tout le monde, et du coup, vous avez ordre d'une minute. Donc, vous avez chacun 30 secondes. Voilà. Et Stéphane passe en dernier. Voilà. Non, mais pour qu'on se projette un petit peu, on disait que la question initiale, c'était faut-il encore construire? On peut imaginer que dans 10, 15, 20, 30 ans, ce sera vraiment une question qui sera majeure, parce que on peut imaginer des problèmes de fourniture de matériaux. Donc, si on se projette en 2050, c'est quoi vos métiers respectifs? Qu'est-ce que, on imagine, on est encore vivant, on n'a pas trop dépassé les 2 degrés. C'est quoi vos métiers respectifs? Et je suis en 30 secondes, et puis Stéphane, tu seras plus vite, tu auras 10 secondes. Alors moi, ce que j'aimerais, je ne sais pas si c'est mon métier, mais dans l'idéal, on aura tout rénové. Donc, moi, j'aimerais vous consacrer plus d'énergie à l'agriculture durable ou aux forêts, parce que je pense que c'est vraiment ça qui va nous sauver. Et on parlait tout à l'heure des passerelles entre l'agriculture et le bâtiment, mais ça, ce serait en fait. Voilà, donc, ouais, je pense qu'il faudrait arrêter de polluer et de faire des déchets. Alors moi, je répondrais que, pour essayer de répondre à d'autres questions que tu n'as pas posées, que comme le bas carbone aujourd'hui, à date, en tout cas, peu importe ce matériau ou l'énergie, coûte un peu plus cher, moi, je renforcerais pour tous les métiers l'approche en coût global et pas que la vision court terme d'investissement. Parce que ça, en fait, à chaque fois qu'on fait des projets au quotidien, il n'y a personne qui a la compétence d'approche en coût global. Personne, que ce soit qualitatif, quantitatif, personne. Donc, s'il y a bien un coup à prendre pour les masters responsables des carbone qui sortent de la STP, c'est de se muscler sur la compétence d'approche en coût global pour qu'on concrétise la transition écologique. Moi, j'ai dit tout à l'heure que j'aurais plus de métier. Alors, si on considère qu'en 2050, le carbone c'est réglé, qu'on n'a pas tous morts de chaud, parce que je suis de nature optimiste.
positif. Truc positif, d'accord. Non, en fait, effectivement, le sujet du coût global, je pense qu'il répond aussi à la question qui a été posée sur l'aspect de maintenance, durabilité. Je pense que c'est un sujet très important et tout le monde en parle, et en effet, personne ne sait faire. Je pense que c'est le sujet encore du travail en silo. Je n'ai pas encore projeté mon métier en 2050, mais je dirais plutôt que j'ai un espoir, c'est qu'on n'a pas travaillé d'ici là que sur le carbone. Je pense qu'on l'a tous à peu près évoqué, que ce soit le sujet de l'eau, de la biodiversité, hein, ça passera en effet par le travail sur l'agriculture, les forêts et autres. Mais en fait, même d'ici 2050, ce sera, je sais pas trop tard, mais en tout cas, continuer de travailler de façon systémique. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un rôle aussi qu'on a encore au sein de bureaux d'études environnementales, c'est toujours de lier tous ces sujets de confort, de santé, certes de carbone, d'énergie, mais aussi l'eau, les ressources, tout ça qui tourne autour de nos bâtiments, et en fait de modifier nos modes de faire et nos modes de penser pour évoluer aussi dans la façon de voir nos besoins. Voilà, 10 secondes pour toi. Ouais, c'est compliqué. Enfin, donc, si tu dois faire un mot qui résume un peu tout ça, c'est la permaculture. Donc ça rejoint ce que tu dis, c'est-à-dire moi ce que je découvre. J'aime bien la phrase de Juste Latéraire qui peut choquer parfois, mais qui dit plus on va intégrer du bois dans les constructions, plus on sera à même de sauver les forêts. Et la nouvelle science aujourd'hui, justement, c'est des gens qui sont plus, voilà, avec le GIEC, avec tout ça, des gens qui partagent leur science. Il n'y a plus de science unique comme celle qu'on a héritée du 19e, du 20e siècle. Les sciences, le vivant, c'est une interaction, c'est très compliqué. Jusqu'à présent, on isolait les choses pour les isoler, pour les analyser, et on continue à faire ça, alors que le vivant, ce n'est que de l'interaction fibreuse, c'est les gens qui travaillent là-dessus. Et justement, moi, ce qui m'intéresse, que je découvre, c'est-à-dire que moi, construisant en bois, comment je vais aider les forestiers, comment je vais aider l'agriculteur en construisant en paille, etc. Comment vous êtes tous ingénieurs ou architectes, etc. Ben, comment on fait pour récupérer les eaux qui sortent des stations d'épuration pour aller irriguer les terres agricoles? Comment on resserre toutes ces choses-là? Comment on récupère les urines pour que ça fasse de l'engrais? On a toutes les techniques, je veux dire, aujourd'hui, pour faire la transformation écologique et sociale qui est nécessaire si on veut survivre sur cette planète. Il faut y aller, quoi. On a les techniques. Le seul truc qu'on a, aller discuter avec les services de l'eau, vous voyez. Et c'est juste un moment, c'est des systèmes de décision, l'organisation. Essayez de faire un truc où vous allez récupérer les urines, aller les proposer aux agriculteurs, etc. Récupérer les boues des stations, ou faire l'irrigation des champs à côté de la. Et donc, ça mélange plein d'acteurs qui n'ont pas l'habitude de discuter ensemble. Et je pense que c'est ça, nos enjeux aujourd'hui, c'est d'arriver à faire se dialoguer tous ces systèmes qui ont été conçus avec des parois étanches les unes avec les autres. Et il n'y a que, c'est pas l'architecture toute seule ou le truc. Et effectivement, c'est l'eau, les 9 limites planétaires, hein, c'est l'eau, c'est la biodiversité. Et donc, notre travail, c'est ça. On vit sur une seule planète. Quand je montrais les chiffres tout à l'heure, c'est quand même terrible de se dire que notre métier qui est censé aider les humains à mieux vivre, à construire des lieux de vie dans lesquels ils puissent s'épanouir. Aujourd'hui, loger, c'est un droit fondamental. Mais en fait, notre activité, c'est la destruction de la planète. C'est quand même terrible de se dire ça. Et donc, comment on régénère, comment on répare, et comment on redonne de l'habitabilité, en fait, à cette planète. Voilà, c'est notre métier. C'est vrai, comme ça dit Stéphane. Bon, je ne vais pas faire de mot de fin. Le seul mot de fin un peu joyeux, et j'espère que vous avez ressenti, c'est qu'il faut encore construire, oui, peut-être un peu pendant encore quelques années, pas très longues. Mais par contre, vous sentez bien qu'il faut qu'on change de manière de faire et que vous avez plein de gens extrêmement compétents qui ont envie de tout changer. Donc, il faut y aller, comme disait Stéphane. Il faut y aller au pot en face, c'est ça? Voilà. Merci à tous.